On n'est jamais un meilleur accompagnant que lorsqu'on incarne ce qu'on transmet. Pour ça, il faut l'avoir vécu, il faut l'avoir digéré, et il faut que ça s'installe dans une posture ancrée. À partir du moment où je me suis réveillée, ça a été un... Alors là, le déclic, c'est plus qu'un déclic, c'est une énorme baffe. Céline Tran, figure emblématique de transformation et d'empowerment. Bien au-delà de sa renommée mondiale sous le pseudonyme Katsuni dans l'industrie du X, aujourd'hui, elle se révèle en tant que coach en développement personnel et icône emblématique de la performance et de la sensualité. Dans cet épisode, Céline nous partage non seulement son voyage de redécouverte de soi, le déclic qui a fait basculer sa vie jusqu'à sa reconversion, mais aussi la complexité de se réinventer, l'importance de l'estime de soi et le pouvoir de transformer ses expériences de vie en outils pour exploiter son plein potentiel. Comment on fait ? Je vais finir par te faire payer cette interview. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Aujourd'hui, encore une fois, un invité d'exception. Céline Tran est avec nous. Salut Céline. Salut. Comment tu vas ? Je vais très bien. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci d'être ici. Céline, je vais rapidement te présenter comme à mon habitude. Donc, tu es coach en développement personnel, accompagnante de dirigeants, formatrice hypnose et sexologie, auteure, scénariste de bande dessinée, une icône emblématique de la performance et de la sensualité, coordinatrice d'intimité pour le cinéma, conférencière TEDx, on en parlera tout à l'heure, auteur du livre « Ne dis pas que tu aimes ça », où tu parlais d'une petite fille qui veut trouver sa place, une histoire qui t'appartient. Également, on parlera d'un prochain livre qui est en cours d'écriture, puisque tu es aussi également connue comme ancienne star du X, reconnue sous le pseudo de Katsuni. Tu as marqué l'industrie du X pendant plus de 10 ans, en France puis aux États-Unis également, et tu es l'actrice X française la plus reconnue au monde, avec 32 awards cumulés. Toute cette carrière, justement, au travers de cette expérience dans le X et aussi maintenant le développement personnel, on la connaît, on va en parler, il y a beaucoup de choses et beaucoup d'enseignements qu'on peut en tirer, des déclics également. Mais pour démarrer cet échange, j'aimerais savoir qui était Céline quand elle était plus jeune, quand elle était petite. Quand elle était petite, elle n'était pas si différente de celle d'aujourd'hui. Elle était rêveuse, solitaire, réservée. On lui reprochait d'ailleurs souvent en classe qu'elle était trop réservée. Mais c'était quelqu'un qui vivait beaucoup dans son imaginaire et qui rêvait de voyager à travers le monde et un jour de devenir écrivain. Ok. Donc finalement, aujourd'hui, tu es revenue à tes premiers amours, exactement. En tout cas, tes premiers rêves. Ouais. Magnifique. Et qu'est-ce qui te stimulait dans le fait de voyager à travers le monde ? Explorer et apprendre. Okay. D'ailleurs, par la suite, mon rêve s'est transformé adolescente en l'envie de devenir ethnologue. Il y avait vraiment cette envie de découvrir de nouveaux paysages, de nouvelles personnes, de comprendre comment ils vivaient et d'apprendre aussi à se connaître à travers ce mode exploratoire. Et c'est ce que j'ai fait finalement à travers mon choix de carrière, d'une certaine manière. Justement, ce choix de carrière, tu rentres dans l'industrie du X en 2000. C'est pas forcément une carrière ordinaire, anodine comme toi. Quoiqu'aujourd'hui, effectivement... Créatrice de contenu est devenue un très joli terme pour désigner le travail du sexe aujourd'hui. C'est vrai. Il y en a beaucoup. Mais effectivement, à cette époque, parce qu'on parle des années 2000... l'ère des VHS encore et de l'avènement des DVD où il n'y avait pas encore Internet, effectivement, à cette époque, le X était quelque chose de transgressif, de réservé aux adultes et de très sulfureux. C'est ce qui en faisait aussi sa saveur. Et qu'est-ce qui fait que, justement, tu choisis de te lancer dans cette industrie ? Est-ce qu'il y a un déclic en particulier qui fait ce choix ? Alors ça a été un choix justement, puisqu'il y a cette croyance qu'on ne choisit pas. Un choix est toujours conditionné, bien sûr. Donc la liberté totale, c'est une autre question, mais ça a été une succession, si tu veux, de prise de conscience. Puisque je m'ennuyais dans mes études. Déjà, j'ai commencé par aller à Sciences Po Grenoble, mais ce n'était pas mon choix, c'était celui de mes parents qui se voulaient raisonnables, rationnels et qui voulaient vraiment me sécuriser, sauf que moi, je voulais pas être là-dedans. Je voulais faire beaux-arts ou littérature. Donc finalement, me suis ensuite dirigée vers lettres modernes. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais je me vois pas du tout dans l'enseignement, en fait. Je n'ai pas ma place ici. De la même manière, Sciences Po, je me disais, mais je n'appartiens pas à cet endroit. Mais alors, à quel
endroit, à quel lieu j'appartiens. Donc il y avait ce vide d'un côté et une soif, une rage énorme de me découvrir, d'expérimenter et d'être dans mon corps, parce que j'étais quelqu'un de très mental, de très éthéré en fait, et qui a eu une éducation où on a toujours fait les choix pour moi, pour me protéger. Hein. Ça partait d'un bon sentiment, mais ça a donné un adulte, si tu veux, à 21 ans, qui était encore très enfant dans sa tête, et qui à un moment donné a voulu s'émanciper. Donc parallèlement à mon activité d'étudiante, j'ai commencé à travailler dans le milieu de la nuit, à travailler en discothèque en tant que go danseuse, puis en tant que stripteaseuse. J'y ai pris goût parce que ça m'a permis en fait de développer un alter ego où j'ai pu développer une forme de confiance en moi. Et ça a été la passerelle en fait pour faire du X, en sachant que parallèlement, sur le plan intime, j'avais besoin d'explorer ma sexualité. Il y avait vraiment une grande rage. Donc en fait, ça a été pour moi quelque chose de plutôt logique, mais ça a été vécu de manière très intime parce que je ne l'ai dit à personne. Donc forcément, mes proches, mes amis ont été extrêmement surpris quand ils l'ont appris, parce que j'étais le petit rat de bibliothèque, moi, quand j'étais étudiante. Ouais, donc effectivement, ça peut choquer lorsqu'on apprend ça, ouais. de ce switch. Donc tu menais une double vie en fait entre tes études, ouais, et l'expérimentation de cette nouvelle vie. C'est ce que j'appelle le syndrome Catwoman. J'aime bien, en fait, où il y a la personne du public qui est sage, qui suit les règles, qui se met plutôt en retrait, mais qui suit les règles de la société, qui est irréprochable. Et puis il y a le temps de la nuit où tout est possible et où là, eh bien, on peut vraiment lâcher tout ce qu'on ne s'autorise pas à faire en temps normal. Beaucoup de gens rêvent de ça. Et c'est bien la raison pour laquelle la figure de l'actrice X, comme celle de la rockstar, en général, fascine, parce que derrière ça, il y a une forme d'autorisation. Ouais. C'est pas tant l'activité en elle-même, c'est beaucoup plus... D'ailleurs, moi, c'est souvent ce qu'on m'a dit, c'est vous vous êtes autorisé à aller au bout de ce que vous vouliez faire, et ça inspire. Maintenant, c'est aussi une possibilité pour aller vers des formes de dérive. Complètement. Parce que explorer, c'est bien, mais quand il n'y a pas de cadre, ça peut être très dangereux aussi. Ouais. On en parlera aussi du syndrome de la rockstar que tu as évoqué, ouais, tout à l'heure, qui est un concept très intéressant. Tu disais justement, les gens de ton entourage sont tombés de haut lorsqu'ils ont découvert ça. À partir de quand est-ce qu'ils ont découvert justement cette nouvelle vie, cette nouvelle carrière que tu expérimentais ? Alors, j'avais très très peu d'amis, j'étais très solitaire, mais ma meilleure amie l'a su assez rapidement. En fait, elle l'a su quand j'ai décidé de signer, il me semble, mon premier contrat, parce que même si je le faisais de manière cachée, et même si c'était pas encore un choix de carrière, à ce moment-là, je voulais quand même être pro. Je voulais le faire dans de bonnes conditions. Donc c'est à ce moment-là quand même que je l'ai formulé. En revanche, je n'ai rien dit à ma famille parce que je considérais que ça ne les regardait pas, que c'était mon choix, que ça m'appartenait. Et il y avait toujours aussi en arrière-plan l'idée que si mes parents le découvraient, j'arrêterais. D'accord. Pour moi, ça restait un jeu, en fait. C'était une parenthèse. Je n'avais pas confiance, en fait, que j'allais avoir du succès. Je n'avais pas confiance en moi. Je me sentais pas femme encore. Donc, à aucun moment, je me suis imaginé que j'allais avoir ce succès-là. Je te pose cette question parce que beaucoup d'entrepreneurs ou d'aspirants entrepreneurs qui peut-être nous écoutent, tu sais, ils ont ce syndrome où ils ont peur du regard des autres, ils ont peur de ce que vont penser les autres, ils ont peur aussi de l'échec, notamment à cause du miroir que ça va renvoyer lié à la société et l'image que la société aujourd'hui, notamment en francophonie, a de l'échec. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, justement, a peur du regard des autres par rapport à ses projets, à ses envies, à ses ambitions, et n'ose pas se lancer, quel que soit le domaine, finalement, que ce soit pour une passion, un projet, une entreprise, à cause de ça? Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on met dans les autres? C'est le regard de qui? Parce que derrière ça, il y a une foule anonyme. Moi, le regard des autres, je m'en suis toujours un peu foutue, honnêtement, parce que j'estime que ces personnes-là, j'ai pas de lien avec elles. Je les connais pas, elles me connaissent pas. Elles ont le droit de penser ce qu'elles veulent, ça leur appartient. Tout être humain a son opinion, et moi aussi, je vais avoir des préjugés, des réactions.
et ça m'appartient. Mais de quel droit, en fait, je vais décider de ce que vont faire les autres et inversement. Donc, si tu veux, moi, le regard des autres, pour moi, c'est un brouillard, en fait. Parfois même, c'est une pollution. Par contre, le regard des personnes qui comptent pour moi, pour qui j'ai du respect, de l'estime, alors ça, c'est important. Et il y a quelques personnes comme ça qui comptent dans ma vie. Et si à un moment donné, elles sont inquiètes pour moi ou elles montrent une forme de déception, ça va m'atteindre et tant mieux. Parce que ça fait partie du cadre, justement. Ouais. Parce que ces personnes sont des incarnations des valeurs qui comptent pour moi. Donc, à mon sens, il ne s'agit pas d'être totalement borné, de se dire « moi, je m'en fous, je pense qu'à moi, il n'y a que moi qui ai raison ». En fait, on peut avoir confiance en soi et être totalement dans l'erreur. Ouais. On peut être obstiné, aller droit dans le mur. Donc, c'est important quand même d'avoir des référents, des mentors, des personnes de confiance qui vont avoir un esprit critique et où derrière, il va y avoir du cœur surtout. Ouais. Maintenant, on peut aussi aimer et être de mauvais conseils. Hein. Les parents le font très bien en général. Mais voilà, de se constituer, en tout cas, un entourage fiable sur lequel reposer. Par contre, les autres, la masse, honnêtement, si on commence à compter les voix, on s'en sort pas. Ouais, donc bien souvent, pardon, excuse-moi, juste pour terminer, mais bien souvent, en fait, ce sont pas les autres le problème, c'est ce qu'on projette de ce que eux vont penser de nous. Donc le problème, c'est pas les autres, c'est beaucoup plus. Pardon, j'ai tapé le micro. c'est beaucoup plus, en fait, ce qu'on va imaginer de ce qu'ils vont penser de soi. Et donc là, c'est vraiment entre soi et soi. Oui, complètement. Donc, avoir un cadre de référence qui te tire vers le haut et puis surtout ne te fier au regard des autres que de ceux qui comptent réellement et qui ont un avis aussi objectif sur la question. Parce que tu l'évoquais, des fois, sa famille, ses amis ou autres, de par une bienveillance réelle, vont peut-être t'orienter et te dire non, fais pas ça, c'est dangereux, etc. et autres, sans connaître tous les éléments et tenants aboutissants. Il faut vérifier ce qui motive leurs conseils. Si c'est la peur, ça risque de ne pas être suffisamment constructif. Parce que par peur, on peut être tout le temps dans l'évitement. Moi, mes parents m'ont beaucoup éduquée justement avec la peur. Et le problème, c'est que quand on est dans ce type d'encadrement, on n'encourage pas la personne à être autonome. Donc pour moi, un ami fiable, quelqu'un qui est dans l'amour et dans un conseil constructif, c'est quelqu'un qui va justement encourager l'autonomie, qui va proposer des outils. Mais après, on reste toujours libre de s'en servir. Par contre, la personne qui dit « fais ça, ne fais pas ça, moi à ta place », c'est un peu limité. Je voulais revenir sur un élément, c'est pendant ta carrière, donc tu mentionnes ta motivation était principalement l'aventure et la découverte de tes limites. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette quête personnelle et notamment comment ça a influencé ta vision de la performance et de l'identité, qui est aujourd'hui quelque chose d'important pour toi, que tu reprends dans l'ensemble des accompagnements que tu fais? La recherche des limites, c'est une expression qu'on entend souvent chez les personnes qui aiment la performance, qui ont envie d'explorer. Effectivement, ça a été un grand moteur pour moi parce que je ne me connaissais pas, parce que je ne connaissais pas mon corps. Et à ce moment-là, j'avais la croyance que la pornographie allait m'enseigner quelque chose à ce niveau-là. Alors oui, c'est vrai. Évidemment, ça a été une expérience. Mais c'est pas le métier finalement qui m'a apporté ces réponses, c'est surtout comment je l'ai observé. Et ce que j'ai appris, c'est que finalement, les limites, si tu veux, quand on parle des limites physiques, la limite ultime, c'est quand même la mort. Donc en fait, on peut aller loin dans la recherche de sensations, de stimulation. Certaines personnes vont se tourner vers la drogue, d'autres vers le sport, d'autres vers le travail, parce qu'en fait, on est tous des êtres humains et on est tous plus ou moins accro à la dopamine et un sentiment de satisfaction. Donc, rechercher les limites, ça peut être un bon moteur, mais une fois de plus, s'il n'y a pas de cadre, et si on n'a pas des valeurs de référence, s'il n'y a pas à un moment donné une conscience de la limite à ne pas franchir, on se met en danger. Et pourtant, ça peut être très beau d'aller à fond dans le travail, c'est valorisé aujourd'hui dans notre société, mais à un certain niveau, ça mène à des situations de burn-out. Donc, il faut à un moment donné stopper. Et moi, je l'ai appris à mes dépens. Je me suis retrouvée souvent en état d'épuisement. À ce moment-là, j'ai l'impression de parler comme un dinosaure, mais il n'y avait pas la notion de burn-out. Aujourd'hui, c'est à la mode, on en parle beaucoup. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'ai atteint des niveaux
d'addiction, effectivement d'épuisement, des moments où mon activité n'était plus saine parce que justement, à force de vouloir rechercher mes limites, j'allais trop loin et ça devenait destructeur. Il y a aussi autre chose, c'est que on s'habitue à la souffrance, on s'habitue à endurer les choses, on a une grande capacité à supporter. Et au bout d'un moment, on peut se retrouver être presque anesthésié en fait dans l'effort. Donc, on se rend plus compte. C'est ce qui arrive aussi chez certains athlètes de haut niveau. C'est la même chose. Donc, les limites, rechercher ses limites, ça a ses limites justement. Ça ne peut pas être que le seul moteur. Moi, ce qui m'a aidé, c'est ce qui a fait que j'ai su arrêter au bon moment. Enfin, à la limite, j'aurais dû même arrêter plus tôt. C'est que j'avais un autre facteur de motivation qui était justement de mieux me connaître et d'évoluer. Donc au moment où j'ai senti que je stagnais, que même je commençais à régresser parce que j'étais dans un milieu sclérosé qui était devenu industriel, c'est ce qui m'a permis de partir. Tu dis justement que ces limites, tu les as frôlées, touchées, que le burn-out, t'as failli arriver, voire tu l'as expérimenté. Oui, j'y ai goûté, ouais. Et justement, aujourd'hui, tu le dis, c'est la mode. Beaucoup d'entrepreneurs ne s'écoutent pas suffisamment, ou même personne ne s'écoute pas suffisamment, et arrivent à ces limites, peut-être même dans des addictions, tu l'as évoqué notamment. Ouais. Avec du recul, quelles seraient les choses que tu aurais pu mettre en place ou que tu recommanderais de mettre en place justement dans son quotidien pour prendre de la hauteur sur soi et réussir à éviter ce type de situation? Eh bien, c'est une très bonne question. Merci de me la poser. Non, mais c'est vrai, elle est essentielle, cette question. En fait, je me rends compte que j'étais beaucoup trop seule. Quand on est seul et quand on est en immersion dans un milieu où tout le monde valorise le même rapport à la performance, on ne peut pas avoir de recul. Moi, j'ai passé une grande partie de ma carrière à Los Angeles où on est dans le culte de l'argent, d'une forme de beauté plastique, où il faut toujours plus, et dans la sexualité, c'est vraiment une normalité. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, c'est très difficile quand même de se rendre compte que quelque chose cloche. Donc, je pense que l'une des choses importantes, effectivement, c'est de savoir s'entourer, d'avoir des personnes fiables, de cœur, qui ne sont pas forcément dans le même milieu, justement, qui vont justement peut-être un ami de longue date, un parent, quelqu'un qui va vraiment pouvoir dire attention, là tu es en train de changer, là je te reconnais plus vraiment, fais gaffe, où il n'y aura pas d'intérêt en fait autre que la bienveillance en fait. Ensuite, peut-être d'avoir des personnes aussi dans son entourage professionnel qui ont des valeurs importantes et qui elles-mêmes ne sont pas dans l'addiction, parce que sinon on s'encourage. Combien de fois on entend cette phrase extrêmement dangereuse qui est là pour tout absoudre et qui consiste à dire ouais mais c'est le milieu. La coke, la drogue, ouais mais c'est le milieu de la télé, c'est le milieu de la mode, c'est le milieu du business. En fait c'est le milieu, c'est comme pour l'alcoolisme ou plein de dérives. J'ai pas de jugement moral par rapport à ça. J'accompagne des personnes qui sont en souffrance, qui vivent ce type d'addiction. Donc c'est pas un jugement moral. C'est plus un constat qu'on se raconte des histoires. On s'entoure de personnes qui, de préférence, vont être d'accord avec nous. Et c'est ce qui fait qu'on manque de recul. Donc moi, si j'avais pu, changer quelque chose, je me serais entourée de personnes plus saines. J'aurais peut-être essayé d'écouter un peu plus, parce que j'étais pas forcément à l'écoute des conseils qu'on me donnait, et j'aurais surtout donné plus de place à une hygiène de vie. On parle des bases, là, des fondamentaux, mais la perf, sans prendre soin du corps et de sa santé, en fait, ça sert pas à grand-chose. On peut pas aller très loin. Donc, une bonne hygiène alimentaire, bien dormir, faire du sport, s'aérer, et faire en sorte d'être un être humain équilibré avant d'être une machine de guerre dans le travail. Complètement. La performance, le repos fait partie de la performance et beaucoup de gens exactement. l'oublient, notamment. Ouais, le repos, c'est faire quelque chose. Ouais.
Il y a beaucoup de culpabilité par rapport à ça. Moi, je culpabilisais énormément, en fait, de me reposer. Et quand je partais en vacances, c'était pour me former. C'était pour travailler, c'était pour forcément faire quelque chose. Ça dit quelque chose aussi du rapport au vide, du rapport au calme, du rapport au silence. Beaucoup de gens qui sont dans l'hyperactivité et dans la perf sont très angoissés à l'idée, à un moment donné, de se calmer. Il n'y a rien de pire. Faites de la méditation, faites du yoga, reposez-vous. Alors là, c'est le stress. Et c'est très intéressant parce que ça dit quelque chose de la bataille intérieure. Sauf que si on veut être un bon leader, il faut aussi travailler la paix en soi. Sinon, on passe son temps sur le champ de bataille et un jour, on y laisse sa peau. Complètement. Un point que je trouvais aussi extrêmement intéressant dans ton propos, c'est de finir par normaliser quelque chose qui est anormal dans un contexte, dans un cadre, etc. Tu prenais l'exemple de certaines dérives ou addictions, mais finalement, les exemples sont pléthores. Bien sûr. Et c'est important justement de réussir à prendre de la hauteur pour pouvoir justement percevoir ça. En 2013, c'est une grosse année pour toi, une grande année pour toi. Oui, 2012-2013, c'est pas mal. Décisive également, parce que tu prends la décision donc de quitter l'industrie du X. Comment, du coup, tu en arrives à prendre cette décision? Quelles ont été les prises de conscience ou les déclics qui te poussent, du coup, à arrêter cette carrière? Alors, les déclics ont été successifs, mais assez rapprochés. 2011, 2012. Surtout 2012, c'est drôle parce que c'était censé être la fin du monde. Et ça a été la fin d'un monde pour moi. En plus, j'avais 33 ans, donc parfait. L'âge du Christ qui renaît. Je vois des symboles partout, mais ça a été vraiment une mort et une renaissance. Et forcément quelque chose de douloureux, avec beaucoup de doutes. Et tant mieux, parce que c'est ça, en fait, qui m'a permis d'avoir ces fameux déclics. En fait, comme je te le disais, on peut supporter beaucoup de choses dans la durée. Et il est très bon d'arriver à un état de saturation parce que c'est une bonne claque. Et là, ça permet, en fait, à un moment donné, de se dire « Ok, je vais peut-être arrêter de me mentir. » Et là, il est vraiment temps que je change de voie. Donc, ces déclics, ça a été un regard beaucoup plus critique par rapport à mon environnement, justement, dans lequel j'avais baigné tant d'années. Et puis de regarder autour de moi en me disant mais c'est bizarre parce qu'en fait je vois plus de joie sur les plateaux de tournage. Quand j'ai commencé, c'était quelque chose de joyeux, c'était transgressif, c'était un petit milieu marginal qui se moquait en gros de la société à travers la sexualité. Donc il y avait une forme de transgression, d'expression de la liberté. Et là, je me retrouve à Los Angeles dans des conditions de tournage idéales, bien payées. Je suis l'une des actrices les plus reconnues à ce moment-là. Je suis en contrat d'exclus, mais en même temps, je suis très libre. Il fait toujours beau. Enfin bref, c'est vraiment la carte postale idéale. Et en même temps, c'est vide, c'est creux, il n'y a pas de saveur. En plus, Los Angeles, c'est particulier quand même. Hein. C'est un beau décor de cinéma, mais humainement, c'est autre chose. Donc, si tu veux, je suis censée être dans une industrie du plaisir. Et finalement, il n'y en a plus vraiment. C'est devenu une mécanique. On nous pousse à la perf dans quelque chose qui est quand même de plus en plus violent. Et je reconnais que j'ai contribué quand même à cette escalade, mais je me suis accoutumée aussi. Donc, tu vois, mes curseurs à ce moment-là sont déréglés. Parallèlement, j'ai pris de l'âge, j'ai grandi et heureusement, je ne suis plus la jeune fille de 21 ans qui voulait s'amuser et se déguiser. Je deviens une femme et donc je développe un autre rapport à mon corps aussi. Et en fait, je réalise que j'ai envie d'avoir une sexualité pour moi. C'est fou. Jusqu'à présent, ça ne me dérangeait pas du tout. Parce que avoir une sexualité de tournage, pour moi, c'était un cadre sécurisant. C'était clair et net. C'était mon espace de récréation. Et là, en fait, j'en ai marre, en fait. J'ai envie d'être amoureuse. J'ai envie que la sexualité ait un sens et que ça soit l'expression de mon amour par la personne que j'ai choisie, que ça devienne quelque chose d'exclusif. Donc, imagine bien qu'avec ces prises de conscience, ça devient complètement incompatible. Et un jour, je me pointe sur un tournage et je précise, les conditions étaient idéales et c'est important de le préciser parce que c'était pas justement la représentation du monde du porno glauque qu'on peut imaginer. C'était bien payé, beau, facile. Et pourtant, j'arrive et vraiment, là, ça vient des tripes. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Je ne suis pas censée être ici. Je ne sais pas où je suis censée être.
mais je dois pas être là. Il faut que je me barre. Donc, j'assure évidemment le tournage sur lequel je suis engagée, mais très vite, je prends la décision d'arrêter parce que ça devient un état d'urgence. Là, c'est le corps qui parle. C'est pas juste le cerveau, parce que le cerveau, tu sais, il peut toujours trouver des excuses et dire, allez, t'as encore beaucoup d'argent à te faire. Tu peux pas mettre à la poubelle un nom qui est devenu une marque pour lequel t'as tant bossé, t'es sollicité. Et puis, même si tu veux arrêter les tournages, tu peux transformer ça et faire d'autres choses. Mais non, à ce moment-là, c'est vraiment un appel qui fait que j'ai besoin de revenir à moi. De redevenir Céline Tran, et c'est ce qui fait aussi que j'arrête l'utilisation de mon pseudonyme. Il y a un concept très intéressant que tu évoques ici et que j'ai envie de formaliser et de le sortir de l'industrie finalement dans laquelle tu étais, qui est le X, c'est que si on donne du contexte, et dans ton industrie finalement, tu étais dans la performance, tu as été au sommet de cette industrie. On l'a dit tout à l'heure, tu es l'actrice française la plus reconnue au monde, 32 awards dans énormément de films, etc. Donc, si on vient justement faire un parallèle entre ta carrière et celle, par exemple, d'un footballeur, d'un cuisinier ou autre, tu serais au top. J'aime bien Michael Jordan. Ou Michael Jordan, tu pourrais être le Michael Jordan, justement. Ce que je veux dire par là, c'est que finalement, tu prends la décision de tout quitter, d'arrêter justement cette carrière alors que tu es au top de cette carrière à ce moment-là. Donc, tu fais un choix délibéré d'y aller, tu fais un choix délibéré d'en sortir. À un moment où tu es au top, justement, comment tu te sens à ce moment-là? Parce que beaucoup de gens, justement, pourraient culpabiliser, se dire j'ai pas fait tout ça pour rien, qu'est-ce que je vais faire derrière? Et on est aujourd'hui dans une course perpétuelle à la performance, à vouloir être au top, vouloir être numéro un. La plupart des gens qui nous écoutent ont de grandes ambitions, ont de grandes motivations et ont une volonté justement de grandir. Et là, toi, tu es au sommet de ton industrie, de ton art, et tu fais le choix, de par un feeling, de par un ressenti personnel, d'arrêter complètement. Comment tu te sens à ce moment-là? Alors, quand on va être le numéro 1 ou au top, il y a une question quand même utile, c'est pourquoi? Pour qui? Pour qui je le fais? Moi, je l'ai toujours fait pour moi. C'est ce qui m'a énormément protégée, d'ailleurs, du regard des autres et de leur jugement. Ça peut paraître très égoïste, parce que du coup, effectivement, c'était un choix égoïste, parce que je l'ai fait au détriment du bien-être de mes proches, que ça a pu affecter. Mais en fait, je me suis choisie moi. Ma vie m'appartient, mon corps m'appartient, et donc je le revendique. C'est un choix de tous les jours, et c'est un grand danger en fait que de s'engager dans une voie en pensant qu'on reste libre. Mais cette liberté, elle doit vraiment s'exprimer au quotidien. Donc c'est vraiment l'expression du consentement. Et l'exercice de la pornographie, il est intéressant parce que comme on parle de sexualité, là on est vraiment au cœur du consentement. Mais finalement, quel que soit le métier, beaucoup de gens se retrouvent dans une situation de prostitution, au sens où ils vont vendre leurs services, mais ils vont en souffrir et ils vont se sentir dépossédés en fait de leur identité et de leur corps aussi, parce que quand tu passes des heures au travail, que tu t'épuises, que tu n'as plus le temps de voir ta famille, on peut considérer quelque part que c'est une forme de prostitution dans le sens violent du terme. Encore une fois, c'est pas un jugement moral du métier en lui-même. C'est plus dans l'idée d'être dépossédé. Donc moi, à ce moment-là, en fait, c'est un droit que je revendique, et j'ai toujours été intègre, en fait. Enfin, j'ai toujours tâché de l'être. Évidemment que j'ai eu des moments de lâcheté, de doute, de peur, comme tout le monde. Mais à ce moment-là, c'est vital. Je me choisis moi, parce que je sais que si je reste, je me mets en danger. Je vais commencer à détester ce métier. Et alors, avoir des rapports sexuels en y allant en reculant, c'est terrible. Hein, c'est un viol consenti, en quelque sorte. Je pouvais pas tolérer ça. Donc, c'est un respect de soi. C'est de se dire, ouais, je sais pas ce que je vais faire derrière. J'en ris encore, d'ailleurs. Mais je m'en fous, en fait. C'est ma vie qui compte. C'est vraiment quelque chose qui vient des tripes. C'est vraiment instinctif. Ce que tu décris ici, finalement, c'est ce qui fait que beaucoup d'entrepreneurs, malgré les peurs, ou de jeunes entrepreneurs, malgré les peurs, osent se lancer. C'est-à-dire que la douleur de rester dans la situation dans laquelle ils sont confortables ou inconfortables, peu importe, est telle qu'il
ils s'en fichent de ce qu'il y a derrière, ils osent passer à l'action et ils vont justement brûler les bateaux pour pouvoir avancer. Mais idéalement autant prendre les bonnes décisions avant d'arriver à cet état de saturation qui peut être dangereux. Tu penses que tu aurais pu prendre des décisions plus tôt? Oui, je pense que ça aurait été mieux que je parte plus tôt, clairement. Parce qu'aujourd'hui, je réalise que, en fait, j'avais pas conscience de mon potentiel. Il y a aussi un truc quand tu fais ce type de métier, je pense que ça arrive à beaucoup de gens finalement, quel que soit le secteur, beaucoup de sportifs de haut niveau aussi, c'est que tu finis par te construire la croyance que tu ne peux faire que ça. Et ça, c'est limitant. C'est super d'être un expert dans son domaine, mais le risque, c'est de se dire qu'on ne peut faire que ça et que finalement, on n'est pas autorisé à faire autre chose ou on risque d'être ridicule, ça va être trop difficile de faire autre chose, on ne sera pas légitime. Ça, c'est une vraie question, le rapport à la légitimité. Et donc, malgré toute la confiance, l'aura que j'avais pu construire à travers ce personnage, moi, en tant que Céline Tran, en tant qu'être humain, c'était pas si évident en fait. C'est qu'est-ce que je vaux vraiment moi quand j'enlève ma casquette d'actrice porno? Qu'est-ce qui reste? Qui suis-je dans le monde? Qu'est-ce que j'apporte au monde? Qui suis-je vis-à-vis des hommes? Dans quelle mesure je suis en mesure de vivre une relation intime? Est-ce qu'un jour je pourrais être mère? Est-ce que j'aurais le droit? Enfin bref, il y a des questions vraiment d'ordre même spirituel qui émergent à ce moment-là. Complètement. Il y a tout un processus justement qu'après tu as mis en place en 2013 et 2018 pour faire ce processus, on va en parler. Dans une interview, tu mentionnes justement « Je suis devenue femme après le porno ». Oui. On voit cette phrase ici, c'est une phrase qui justement est, comment dirais-je, est sujette à interprétation et peut poser des questions. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors non, je n'ai pas subi de chirurgie. Non, ça n'a rien à voir avec le changement de sexe, je le précise. Non, c'était pas là que je voulais en venir. Mais qu'est-ce que tu entends par là justement? Parce que finalement, ce qui est intéressant, c'est que quand tu démarres cette carrière, tu es dans une recherche. Tu le disais tout à l'heure, de te connaître, etc. Est-ce que tu as trouvé justement ce que tu recherchais dans cette carrière? Et puis, à quel moment peut-être tu t'es perdu ou autre pour redevenir ou devenir enfin la femme que tu es aujourd'hui? Bien, cette carrière était un leurre. Cette carrière était un beau déguisement. Tu sais, c'est un peu comme lorsqu'on est enfant et qu'on met un costume. Alors, y en a qui vont s'habiller en princesse, en cow-boy. Enfin, chacun va choisir le personnage qui l'inspire. Et quand on porte ce costume-là, eh bien, on se sent investi des compétences, des qualités du héros qu'on incarne. Et ça peut effectivement injecter une forme de confiance en soi, parce que c'est en mimant, c'est en jouant à qu'on apprend. Donc j'ai appris des choses. J'ai appris à jouer, à m'adapter. J'ai appris énormément autour de mon corps. Spontanément, sans m'en rendre compte, je me rends compte que je faisais beaucoup d'auto-hypnose. J'ai vraiment développé des capacités à me conditionner, à me concentrer. Enfin voilà, il y a plein de choses que j'ai développées. Mais en revanche, en ce qui concerne être femme, non, c'est pas la même chose que d'être féminine, d'avoir l'apparence d'une femme. Porter des talons, oui, j'ai appris à porter des talons, c'est vrai que c'est pas facile. J'ai appris à porter des corsets, oui, cool, très bien. Mais intérieurement, c'est pas ça en fait qui fait qu'on a la conscience d'être femme, parce que là, on n'est que dans l'apparence. Et il y a des personnes qui sont très féminines de l'extérieur, tout comme il y a des hommes qui paraissent très virils. Et à l'intérieur, ce sont des petits garçons de 8 ans, ce sont des adolescents qui ne s'aiment pas forcément et qui vont se construire cette carapace séduisante parce que ça leur permet de prendre leur place, de dégager une image qui va séduire, qui va les rassurer aussi dans leur posture d'homme, mais à l'intérieur, ça vient pas forcément réparer les blessures ou les problèmes d'estime de soi. Et moi, ça a été mon cas, en fait. Je me suis vraiment réparée après le porno. Et là, justement, je me suis fait accompagner. Et c'est pour ça que je crois beaucoup en l'accompagnement. Parce que être dans l'action, c'est bien. Mais si à l'intérieur, on n'a pas réparé le mécanisme, on peut avoir une très jolie montre. Ça te parle parce que tu viens de Suisse, donc on peut avoir une montre magnifique. Mais si le mécanisme, il fonctionne pas ou qu'il y a ne serait-ce qu'un petit grain de sable, ça marche pas. Ouais, complètement. Donc, pour moi, devenir femme, ça a été un cheminement
d'introspection, retrouver mon nom, réapprendre le risque, réapprendre les rencontres, sans m'accrocher à mon étiquette, à mon personnage d'actrice porno. Et ça a été difficile parce que j'étais pleine d'automatisme. Je ne savais pas séduire, je ne savais pas faire l'amour, je ne savais que jouer la Catwoman, quoi. Mm. Et ça, en fait, c'est effrayant, en fait, pour un homme normal. Un homme normal, enfin un homme sensible en fait, et c'est le cas des hommes. Les hommes peuvent fantasmer sur une belle image, oui, de performeuse, mais dans la réalité, tout le monde veut être rassuré, tout le monde a envie de connexion. C'est quoi les plus gros challenges auxquels tu as fait face justement dans cette, on va dire, quête de redevenir Céline Tran? Les challenges? Ouais. Alors ça a été le premier, ça a été de me débarrasser de mes automatismes par rapport aux images que je véhiculais sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, le rapport aux réseaux sociaux a été un bel apprentissage, parce qu'en fait au moment où j'ai décidé d'arrêter, j'ai commencé à vouloir partager des choses plus personnelles, par exemple mes goûts cinématographiques, puisque je suis assez geek, j'aime énormément le cinéma de genre, donc j'ai commencé à partager mes goûts. Et là, j'ai commencé à me prendre des commentaires genre vas-y, reste dans le porno, on s'en fout de ce que tu veux. T'es qui en fait pour donner ton avis? Ça m'a un peu vexée. Je me suis dit allez vous faire foutre, moi j'ai envie de partager ce que je veux, ce sont mes réseaux sociaux, donc ce sont mes espaces de liberté. Et en même temps, j'ai commencé par poser un regard critique sur les dernières images que je postais. Et là, je me suis dit, bon, en même temps, si je continue de poser des photos de moi en bikini au bord d'une piscine avec un air lascif, c'est peut-être un peu normal qu'on ne me prenne pas trop au sérieux. Donc, le premier défi, ça a été d'arrêter d'être dans une image de séduction et d'apprendre à exister autrement. Ça n'a pas été facile, parce que être dans la séduction, c'est tellement facile. C'est tellement facile de récolter des likes, c'est tellement facile d'attirer l'attention et d'avoir sa dose de dopamine qui nous fait croire qu'on existe et que si on plaît, ne serait-ce que par la séduction, peut-être qu'on peut être aimé. Mais c'est une illusion, donc il faut apprendre déjà à se détacher de ça. J'ai disparu des réseaux sociaux pendant un moment. Et j'ai réappris à les utiliser pour communiquer. J'ai créé un blog qui s'est appelé Ma vie ninja à ce moment-là, où j'ai communiqué autour de mes apprentissages, des divers voyages, de mes interventions en tant que bénévole, de mes formations en hypnose, en massage, pour embarquer les gens avec moi sur mon itinéraire. Et c'est ce qui naturellement m'a apporté ma clientèle de coaching. Parce que c'est ça finalement qui a inspiré cette dimension de partage et de montrer qu'en fait, il est toujours temps de relever des défis et de se remettre dans la posture de l'apprenant. Complètement. Je relève un point, c'est que finalement, tu as commencé ta carrière en 2000. Tu l'arrêtes en 2012-2013, tu prends cette décision. À ce moment-là, tu le disais, on était sur du VHS, du DVD. Oui. C'est l'ancien monde presque pour aujourd'hui. Les choses évoluent tellement vite. Et notamment, tu parles des réseaux sociaux. En 2013, c'est le début de Facebook. Il y a, je crois, encore Instagram, etc. Ça démarre. Mais il n'y a pas tous les réseaux comme aujourd'hui. Il n'y a pas autant de gens. Ça ne va pas aussi vite. Il n'y a pas les Reels. Il n'y a pas toute cette traction autour de tout ça. Il y avait MySpace. Il y avait MySpace, effectivement, c'est vraiment l'époque. Oui. Il y avait les Skyblogs, tu parlais d'un blog, exactement. Et là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, sur les réseaux, tu vois, les choses vont très, très vite. Tu parlais en début de cet échange, justement, de créatrices de contenu qui peuvent rapidement faire une dérive. Selon ma perception, et il n'y a pas de jugement dans mon propos, mais je pense que beaucoup de jeunes femmes ou même de jeunes hommes n'ont pas forcément le recul nécessaire parfois lorsqu'ils se lancent sur les réseaux et qui vont commencer à créer du contenu, utiliser leur image, utiliser leur corps, soit pour acquérir des likes, des vues, etc. et sentir ou avoir l'impression qu'ils sont aimés ou autres, ou soit pour le monétiser via certaines plateformes de contenu exclusif.
toi, avec le recul, l'expérience, la sagesse aujourd'hui que tu as et la compréhension de l'humain, de par le fait que c'est ton métier également, quelle grille de lecture tu as justement sur ce phénomène et sur ça, et quel message tu pourrais peut-être passer à un jeune homme ou à une jeune femme qui va peut-être, en pensant que c'est une facilité ou en pensant que c'est quelque chose qui peut l'aider de faire ça? Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est totalement normalisé. Ouais. Les enfants aujourd'hui sont à peine nés qu'ils ont déjà leurs photos sur les réseaux sociaux, avec des parents qui vont leur filer une tablette pour les calmer et sont souvent sur leur portable. Donc, il y a une normalisation en fait de l'exposition du corps, de sa transformation. Et évidemment que je le comprends très bien puisque je l'ai pratiqué. Donc, comme tu le dis, il ne s'agit pas de poser un jugement moral. La société bouge ainsi, on ne va pas rester dans le « c'était mieux avant ». C'est comme ça évolue. Par contre, effectivement, je pense qu'il y a une mise en garde. Parce que quand on est concentré sur l'image et que on est, on donne plus de place à l'image, à l'identité virtuelle que l'identité vraiment ressentie, incarnée et même, je dirais, spirituelle, le risque, c'est de tomber dans un phénomène de dissociation. Et la dissociation, c'est dangereux parce que quand on est dissocié, et moi, ça a été mon cas, pour avoir fait un tel métier, forcément, je suis dissociée. Est-ce que tu peux développer la dissociation pour... Il y a plusieurs formes de dissociation. Je ne parle pas de la dissociation psychiatrique au sens schizophrénie. Je parle de la dissociation au sens, il y a, en fait, on est plusieurs corps, si tu veux. Il y a le corps charnel, il y a le corps qu'on ressent, il y a le corps qu'on montre. Le risque, c'est d'être d'être coupé de son corps vivant et d'être beaucoup plus préoccupé par le corps image. Et d'être tellement préoccupé par ce corps image qu'on en oublie en fait son corps vivant. Ça donne quoi? Ça donne je vais tout faire pour customiser mon image, mon physique, les filtres, la chirurgie esthétique, le bon angle, la bonne lumière. Bien sûr, évidemment que c'est légitime. On a tous envie de plaire. Je me suis maquillée, je suis pas arrivée en pyjama pour ton interview. On a envie de plaire, c'est normal. C'est aussi un respect de soi. Mais à un certain niveau, ça peut devenir une forme de névrose. Quand ça devient obsessionnel, c'est dangereux. Ce qui fait que le paradoxe, c'est qu'on peut se retrouver à dépenser beaucoup d'argent et d'énergie pour valoriser une image et la vendre, et en revanche, mal manger, mal dormir, être dans un état d'épuisement, parce que ce qui compte, ça va être uniquement l'image. L'autre dérive, puisque j'estime que c'en est une, c'est de normaliser le fait que le corps devient une marchandise et donc de faire du travail du sexe quelque chose de totalement banal. Il y a des dangers. Il y a des dangers parce que quand on est dans une sexualité tournée vers la masse, vers le plus grand nombre, il n'y a plus de notion d'intimité. Le risque, c'est de se perdre en cours de route, c'est d'être toujours dans la course pour aller vers l'extérieur et de ne plus être tourné vers l'intérieur, vers la partie vraiment intime, la partie précieuse. Et oui, c'est dangereux parce qu'en fait, notre corps, il est précieux. Il mérite d'être pris en compte. Si je parle comme ça, c'est parce que j'ai fait ce cheminement. Évidemment qu'il y a 10 ans, j'avais un discours totalement opposé. Ouais. Mais parce que c'est un autre niveau de conscience. Complètement. Complètement, les choses évoluent, les gens évoluent et heureusement, on évolue. Et justement, dans cette évolution et dans cette transition également, il y a de ça 3 ans, tu réalises un TEDx dont le titre portait sur le jour où je me suis réhabillé. Quel est l'impact de cette prise de parole sur ta vie et sur la façon notamment dont tu perçois ton parcours ? Il a eu un impact extrêmement positif parce qu'il a été très bien accueilli. J'avais un trac fou. J'ai toujours eu le trac, moi, avant de m'exprimer en public. Et dans ce TEDx, en fait, je parle de mes étapes de parcours, justement, des différents déclics. Je parle beaucoup du rapport au regard des autres. Et comment, en fait, à chaque fois que j'ai pris une décision, à chaque fois, en fait, j'ai toujours eu quelqu'un qui me disait « tu te plantes ». Okay. Tu n'y arriveras pas. C'est drôle, hein, enfin, c'est systématique. Les gens sont très doués pour... Oui, c'est toujours.
Encore aujourd'hui. Okay. Oui, il y a toujours. Alors parfois, ce sont des gens très proches qui le disent avec beaucoup d'amour, mais mais non, mais c'est pas pour toi. Enfin, mais je vous emmerde en fait. C'est peut-être pas pour moi, et justement, tant mieux. Justement, il est là l'apprentissage, d'aller vers des horizons où on n'est pas forcément attendu. Et qu'est-ce que c'est enrichissant! C'est beau, parce que même si on se loupe, on apprend quelque chose en cours de route. Donc moi, je me suis loupée plein de fois. Je me suis pris de bons gros râteaux dans ma vie. Bien sûr qu'on va retenir les succès, mais non, mais il y a plein de choses que j'ai loupées. J'ai essayé de faire ma place dans le cinéma. J'ai fait quelque chose bien sympathique dans le domaine. Mais voilà, l'étiquette, le poids des étiquettes est lourd, en particulier en France, j'insiste, parce que ça, c'est très français. Et donc, je raconte ce parcours de petite, en passant par la case X, jusqu'à mon rôle aujourd'hui de coach accompagnante. Sachant que je travaille aussi autour du corps, que je fais de l'hypnose, mais j'enseigne le yoga, je fais du massage bien-être. Et ça, j'en parle dans mon TEDx parce qu'il y a eu à un moment donné ce questionnement autour de ma légitimité à masser. Parce que quand tu as été travailleuse du sexe et que tu dis « je vous propose de vous masser pour votre bien-être », tu imagines bien qu'il y a beaucoup de croyances autour de ça, beaucoup de gens qui vont se dire « Ok, en fait, elle continue son travail, mais autrement, quoi. Ouais. » Et en fait, non. C'est vraiment prendre soin de l'autre, c'est vraiment l'accueillir avec sa vulnérabilité, et travailler autour du corps, c'est essentiel. Moi, j'aime bien combiner tout ça parce que c'est ce qui m'a énormément aidée moi-même sur mon cheminement personnel. Donc, c'est ce que j'apporte. C'est vraiment un TEDx autour de comment prendre sa place, autour de la légitimité, autour de l'identité, autour du regard des autres. On mettra certainement le lien également de ce TEDx dans la description de cette vidéo. Merci. De 2013 à 2018, donc tu fais ce chemin pour de reconnexion à toi. Il y a aussi un point où tu dois retrouver ta place dans la société, recréer une identité. Ça n'a pas été une chose, j'imagine, simple au départ, notamment parce que, tu le disais, en France, on aime coller des étiquettes. Et effectivement, il y a des jugements, etc. Comment est-ce que tu t'y es pris? Comment est-ce que tu as vécu la chose? Et quelles ont été les grandes étapes, finalement, de cette reconstruction? Alors, en fait, c'est toujours la même méthode. Je l'appelle la stratégie de l'instinct. Je pense que ça devrait être le titre de mon prochain bouquin. J'ai un côté très spontané. Je ne suis pas une stratège. Je fais vraiment confiance à ce que je ressens. Donc, j'ai créé ma place en faisant ce que j'ai toujours fait. Suivre cet instinct qui me pousse, c'est un élan en fait, c'est une curiosité, une envie d'explorer, une envie d'apprendre. Donc durant en fait ces années de reconversion, j'ai commencé par tester plein de choses. En fait, j'ai testé le yoga que je détestais au départ évidemment parce que c'était trop calme pour moi. Puis un jour je me blesse. Je me blesse, donc je peux pas continuer, en tout cas, à explorer les castings pour les tournages cinéma parce que vraiment, je me retrouve pendant un an et demi à boiter, donc c'est pas possible. J'avais mis toute mon énergie dans le cinéma, dans le combat scénique. Je m'étais entraînée avec des cascadeurs. Enfin, je m'étais investie à fond là-dedans. Et à un moment donné, ça s'arrête net. Donc, je pratique le yoga pour me rééduquer. Ça me plaît, qu'est-ce que je fais? Je fais tout de suite une formation professionnelle. En fait, quand un truc m'intéresse, je veux aller au fond du sujet. Alors, c'est pas une formation clairement de moi qui me rend experte dans le domaine, ça serait extrêmement prétentieux. Mais en tout cas, c'est une première passerelle pour, pour vraiment savoir de quoi je parle. J'ai fait la même chose avec l'hypnose. Je me suis formée dans plein de domaines. Je me suis spécialisée ensuite dans les traumas, la dissociation. Les massages, c'est pareil. Je suis partie en Thaïlande plusieurs fois. J'ai vraiment un appétit énorme, d'autant plus que comme j'ai la conscience d'avoir gâché quand même pas mal d'années dans le porno, parce que c'était une expérience intéressante, mais j'y suis restée trop longtemps. Et donc, à partir du moment où je me suis réveillée, ça a été alors là, le déclic, c'est plus qu'un déclic, hein, c'est une énorme baffe où je me suis dit, mais j'ai dormi, en fait, durant tout ce temps.
J'ai posé mon cerveau, j'ai utilisé mon corps comme je le voulais. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plein de choses à apprendre. Donc, j'ai exploré. Et au bout d'un moment, quand j'ai pu acquérir suffisamment de compétences, j'ai décidé de transformer tout ça pour pouvoir en faire une méthode d'accompagnement. Il y a aussi un autre déclic plus pragmatique, c'est qu'à un moment donné, il a fallu quand même que je me remette à bosser sérieusement. Au bout d'un moment, c'est bien gentil de faire des formations, de voyager, d'explorer, mais comme tout le monde, il a fallu aussi que je me décide à structurer tout ça pour en faire une vraie profession. Ouais. Ta volonté justement d'apprendre plein de choses et d'expérimenter et autres, finalement, elle est très cohérente avec la petite fille que tu décrivais au tout départ, c'est ça. Qui avait cette soif d'apprendre, de voyager. Oui, et puis c'est de pire en pire. Ouais. C'est ça le problème. Mais plus on apprend et plus on se sent ignorant. Ouais. Donc ça ne finit jamais. C'est horrible. J'aimerais ne jamais dormir pour pouvoir apprendre plus, mais il faut dormir. Ouais, plus on apprend, plus on se sent ignorant. C'est très vrai. C'est le syndrome du Dunning-Kruger. Je dirais même plus on apprend, plus on se sait ignorant. Exactement. Car on sait ce que l'on ne sait pas. D'ailleurs, le syndrome de l'expert, hein, finalement, où tu apprends quelque chose et tu te sens tout de suite être un expert. Il y en a beaucoup qui tombent en plein dedans. J'ai envie de revenir sur quelque chose que tu dis dans une autre interview. Tu dis, quel que soit le domaine, quand on décide de changer de vie, c'est rarement simple. Moi, je n'ai pas envie de m'arrêter au regard des gens, sinon on ne fait rien. J'ai vraiment envie de comprendre dans ton cas, parce qu'aujourd'hui, tu es reconnu également dans ton nouveau métier, qui est le coaching, le développement personnel, l'accompagnement de dirigeants. Qui plus est, lorsque tu accompagnes des dirigeants, il faut que tu aies cette légitimité, il faut qu'on puisse t'accorder du crédit, justement. Auteur également, avec un premier bouquin, un second qui est en préparation, un autre dont on vient de découvrir peut-être le titre, du coup. Tout ça pour dire, c'est... réussir à se détacher de cette image, de cette étiquette que peut-être les gens peuvent nous donner et qu'on perçoit parfois comme telle et qui est souvent erronée, parce que finalement, c'est souvent une minorité de gens qui vont exprimer dans des commentaires, dans des choses comme ça, notamment sur les réseaux sociaux, hein, pour ne parler que de ça, mais la majorité, en fait, silencieuse, elle, apprécie et reconnaît la personne, le travail pour la valeur et la personne qu'elle est. Comment, justement... tu as surmonté peut-être tes propres croyances limitantes face à ça, face à cette image, face à cette capacité de pouvoir aller chercher cette reconversion. Tu parlais notamment de syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est un biais qui éteint les ambitions ou diminue le potentiel de beaucoup d'entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, que ce soit les hommes ou les femmes. Ça peut être intéressant qu'on zoome là-dessus pour voir, toi, quel a été ton processus, ta perception de la chose et les conseils qu'on en retire. Alors, il y a eu plusieurs étapes. Durant ma reconversion, ça n'a pas non plus été, on-off. Bien sûr, il y a eu des déclics intérieurs qui m'ont permis de prendre des décisions, mais il y a eu un deuil à faire. Parce que c'est un deuil que de changer de carrière, surtout quand elle a été autant médiatisée. C'est une forme d'enfermement d'être médiatisée, parce que c'est la rançon de la gloire, hein, clairement. À chaque fois, moi, qu'on me ramenait à mon ancienne carrière ou qu'on me disait non, Katsuni, Star du X, il y avait une part de moi où ça grinçait encore à l'époque. Depuis, j'ai avancé. Et en même temps, il y avait un côté, j'ai bien fait mon boulot, en fait. C'est que j'ai été, bonne dans ce que je faisais. Je l'ai bien fait. Donc, je suis reconnue pour ça. Donc, c'est normal. Je peux pas en vouloir aux gens, finalement, de me rappeler cette ancienne carrière-là. Maintenant, il ne tient qu'à moi de transformer les choses. Alors, j'ai eu une période de rejet de ça, où vraiment j'étais sur les nerfs, je supportais très mal qu'on l'évoque, parce que j'avais besoin de trouver ma place. C'est un peu une seconde crise d'adolescence, où on a besoin de s'émanciper et de dire ok, ça existait, mais je veux m'affranchir de ça et vous montrer que je suis capable de faire autre chose. Donc c'est un processus, bien sûr, qui vient parler de l'estime de soi, de la confiance en soi. Ça demande aussi un peu de temps. Et en fait, c'est un détachement, mais pas un détachement au sens rejet. Parce que plus on rejette et plus ça nous revient à la figure de toute manière. Et les gens seront toujours contents de le rappeler. Et le public supporte mal, d'ailleurs. Le public n'apprécie pas, en fait, qu'on dise je n'ai pas aimé, je regrette. Non, ce sont des paroles qui sont négatives.
ce qui va inspirer, et c'est vraiment le processus que j'ai vécu, c'est de transformer, de dire je reconnais. J'ai de l'indulgence pour la personne que j'ai été. Parce qu'à ce moment-là, j'avais pas la même psyché, j'avais pas la même maturité que la femme que je suis aujourd'hui. J'avais mes croyances, j'avais mes bonnes intentions. Je me suis plantée sur certains trucs, mais je l'ai fait honnêtement. Et il y a des choses que j'ai bien fait. Ça peut être critiqué moralement, parce que chacun a ses valeurs. Mais je l'ai fait pleinement. Et ça se respecte, en fait. Et je pense que toute personne, quel que soit son métier, si elle est honnête dans ce qu'elle fait, eh ben, elle mérite d'être respectée, en fait, et déjà par elle-même. Donc, ce processus, il est là, déjà dans la reconnaissance. Je reconnais, c'est parce que je reconnais que je peux me détacher. Le danger, c'est d'être dans le déni, de dire non, ça n'a pas existé. Non, j'ai été parfait, j'ai fait aucune erreur. Non, c'est bien d'avoir des regrets. Par contre, il faut pas rester là-dessus. Il faut pouvoir grandir de ça pour pouvoir justement évoluer en tant qu'être humain. Tout à fait. Et justement, dans cette transition, tu disais que tu t'es fait accompagner et que c'est à ce moment-là que tu as vu le potentiel, la puissance justement du coaching et de l'accompagnement. Tu peux nous en dire plus justement sur ton expérimentation de l'accompagnement, parce que beaucoup de personnes ont conscience aujourd'hui de la puissance d'être accompagné, d'avoir un coach, d'avoir un mentor, etc., mais ne savent pas forcément comment s'y prendre, ne savent pas forcément comment trouver la bonne personne, ne se posent peut-être pas forcément non plus les bonnes questions, parce que souvent on a conscience d'un problème, mais on se rend pas compte ce qu'on est en train de spotter, de cibler. C'est pas le réel problème, c'est une conséquence et la cause, elle est cachée derrière. Et soit on met un masque et on veut pas se l'avouer, ou soit on n'a pas la grille de lecture pour pouvoir le voir. Et donc, on n'est pas vraiment en capacité de pouvoir solver la chose. Comment tu as vécu cette phase-là? Alors justement, moi, j'ai pas eu de coach. Actuellement, là, depuis quelques années, j'ai un ami qui est coach, qui est spécialisé dans l'accompagnement des chefs d'entreprise, qui m'a donné beaucoup de clés sur la communication et la posture. Mais avant lui, l'accompagnement, d'ailleurs, je le salue, Jérôme Goujon, que j'aime beaucoup et à qui je dois beaucoup. Mais avant lui, il y a eu d'autres personnes qui sont intervenues sur plusieurs niveaux. L'accompagnement que j'ai eu, ça a été un accompagnement avec de l'hypnose. Donc, c'était plus un travail introspectif, vraiment à dimension humaine, sur les croyances, les blocages, les peurs, les addictions. Et c'est pour ça que je me suis formée à ça, parce que c'est vraiment puissant. Là, on parle pas juste je mets des guillemets, parce que le coaching, c'est hyper important. Et bien sûr, il réunit plein de techniques. Mais ce que j'aime avec l'hypnose, c'est qu'on va vraiment justement travailler sur cette partie inconsciente que tu as évoquée, sur ces mécanismes qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne veut pas forcément voir et qui sont fondamentaux, parce que c'est là où se trouve le grain de sable. Le fameux syndrome de l'imposteur, la difficulté à s'affirmer, la satisfaction. Tiens, mais pourquoi je cherche toujours la stimulation? Mais pourquoi j'ai du mal à être seule avec moi-même? Pourquoi j'ai du mal à être calme? Pourquoi, en fait, je me rends compte que j'ai du mal à faire confiance, que j'ai besoin de toujours avoir le contrôle? Parce que ça, c'est quand même un gros point commun des personnes qui sont dans le leading, c'est que ce sont bien souvent des personnes qui sont dans l'hyper-contrôle. Des contrôles fric. Mais quelle charge mentale aussi, et quelle souffrance de ne pas pouvoir se reposer sur quelqu'un. Ça isole, en fait. Donc, à ce moment-là, l'hypnose peut être un très bon outil. Et puis, j'ai d'autres personnes qui m'ont accompagnée sur d'autres plans. Je l'évoque dans mon livre. Je pense en particulier à Martine, que personne ne connaît, qui ne fera jamais d'interview, mais qui est une personne en or, qui est mon maître Yoda à moi, en fait, qui est une ancienne trapéziste, qui vient du cirque. Et le cirque, j'aime énormément parce que c'est une école de l'effort et de l'humilité. Tout le monde, par exemple, fait sa perf et va mettre en place la scène et ensuite nettoyer. Tu vois, il n'y a pas de star, en fait. Et moi, j'aime beaucoup ça, ce rapport à l'effort et au travail. Et cette personne-là, que d'ailleurs je vais la revoir bientôt, elle m'a accompagnée de par son expérience de performeuse et d'artiste, mais aussi parce que c'est quelqu'un qui a des valeurs fortes. Et voilà, ça reprend en fait, tu vois, ce qui m'a manqué auparavant. Complètement. Donc il y a différents niveaux d'accompagnement, et juste pour revenir à ta question de manière plus ciblée, pour choisir, je pense qu'il faut déjà identifier ses besoins. Quelle est ma plus grande peur? Quel est mon objectif? D'ailleurs, moi, sur
formulaire de prise de rendez-vous, c'est toujours ce qui est posé. Quelle est votre problématique? Quel est votre état idéal? Qu'est-ce que vous recherchez en fait? Et déjà, ne serait-ce qu'en formulant ça, il y a des choses qui émergent. Et après, s'adresser aux personnes qui ont des compétences en écho avec ça. Parce que c'est pas la même chose que d'aller voir un psychologue, un coach, tu vois, ou un praticien en hypnose. C'est quand même différent comme travail. Complètement. Tu évoques l'hypnose notamment. L'hypnose a beaucoup de bienfaits, effectivement, et il y a pas mal de choses qu'on peut faire avec l'hypnose. Est-ce que selon toi, et ça c'est une question que je me pose, tu vois, et que j'ai posée à beaucoup de maîtres praticiens en hypnose, etc., tout le monde est réceptif? Oui, tout le monde est réceptif, mais à des intensités différentes. Alors tout le monde, il y a quand même un petit pourcentage de la population où c'est plus compliqué. Ça peut être dû à des causes neurologiques d'ailleurs, et aussi tout simplement parce que la personne n'a pas envie de vivre l'expérience et on ne va pas forcer la personne. En tout cas, dans le cadre d'une séance, parce qu'il y a une éthique à respecter. Donc moi, la personne qui me dit, moi, il est hors de question que je teste, et j'en ai parmi les personnes qui me consultent, qui me disent, moi, je vous fais confiance, mais l'hypnose, parce que je veux pas perdre le contrôle, parce que ça me fait trop peur de voir à l'intérieur de moi-même, il y a peut-être des choses inavouables, parce qu'il y a du trauma, c'est trop lourd, donc ça fait peur. Ok, moi, je vais pas forcer. On va travailler différemment. Par contre, c'est vrai que tout le monde a une capacité à être hypnotisé parce qu'on l'est en permanence au quotidien. Quand on regarde un film et qu'on est captivé par ce qu'on voit, qu'on vit des émotions, on est entraîné dans un récit, on sait à ce moment-là qu'on est en fait assis dans son fauteuil et qu'on est face à un film. Mais pour autant, on vit l'expérience. On a envie d'y être. On vit des émotions parfois qui vont nous amener à pleurer, à rire. C'est un état hypnotique. La publicité, c'est de l'hypnose. La politique, c'est une forme d'hypnose dans son langage. La séduction, c'est l'une des plus grandes formes d'hypnose. Donc il y a plusieurs niveaux, si tu veux, de langage hypnotique. Et sinon, l'état proprement dit, l'état d'hypnose, de transe, on le vit à partir du moment où on est dans la Lune. Et combien de fois dans le métro, dans le Uber, je sais rien, on va être le regard perdu. Et on sait qu'on est là, mais on est déjà ailleurs. C'est un état hypnotique. Quand tu es dans ton téléphone, tu es dans un état hypnotique. Donc, après, le principe, c'est d'utiliser des outils pour créer cet état en toute confiance, avec un cadre bien clair, pour que la personne aille plus loin dans cet état de transe, pour que le mental puisse être en suspens, avec sa machine à jugement et à cogitation, et à partir de ce moment-là, justement, être plus à l'écoute de la partie émotionnelle et corporelle. C'est hyper intéressant parce que beaucoup d'entrepreneurs, justement, moi le premier, sont beaucoup dans le contrôle, ont de la peine à lâcher prise. Et moi, pendant très longtemps, je disais à tous mes amis dans l'hypnose, etc., non, moi, je peux pas être hypnotisé. Oui, mais il y a de l'orgueil aussi. Ça fonctionne pas sur moi. C'est ça, vraiment. Et c'est vrai que jusqu'ici, tu vois, vraiment jusqu'ici, dans le cadre d'une séance d'hypnose, et j'en ai essayé plusieurs, j'ai jamais réussi à vraiment lâcher prise suffisamment, lâcher le contrôle suffisamment pour pouvoir. Et j'ai conscience que je pense être réceptif. Mais le problème vient surtout de moi, dans le sens où... mais la solution vient de toi. Exact. Et c'est ça qui est génial. C'est que, en fait, le travail de l'hypno, du praticien, c'est pas de prendre l'ascendant sur toi. Et si à un moment donné, tu ressens ça, c'est normal que tu te blindes, tu vois. Et c'est même très sain. Moi, les gens qui me disent « je suis méfiant », mais tant mieux, j'espère bien que vous êtes méfiant en fait, parce que c'est hyper dangereux de dire faites de moi ce que vous voulez, pas du tout. La seule fois où j'ai eu quelqu'un qui m'a dit ça, mettez-moi en état d'hypnose, je veux tout oublier, faites ce que vous voulez. Je dis non en fait, non, mais moi en fait je suis pas gourou, je suis pas, non, on va faire les choses progressivement. Et moi je vais utiliser en fait les outils que toi tu me donnes. Moi je suis juste là pour accompagner. Donc, c'est toi qui fais le chemin. Donc, les personnes comme toi, c'est génial parce qu'en fait, elles ont énormément de ressources pour partir dans un état hypnotique. Il faut juste prendre le temps de parler et de voir le chemin que toi, tu as envie de choisir pour que tu te sentes en confiance.
Ce n'est plus ni moins que ça. Si tu fais, je sais pas, si tu as une activité sportive, quelque chose que tu aimes en particulier, on va se servir de ça, par exemple. Quelque chose que tu connais déjà. C'est toi qui traces le chemin. Et bien sûr, ça sera toujours pour aller, parce que derrière, c'est ça, c'est la motivation. C'est aller atteindre un objectif qui te parle. Les leviers de l'état hypnotique, c'est curiosité, motivation. En gros, c'est ça, c'est aller vers. À partir du moment où tu me dis, quand même, je suis curieux de vivre l'expérience. Avoir une réelle motivation. Il y a plusieurs chemins, justement, vers le fait de la connaissance de soi, la maîtrise de soi, etc. Je pense que l'hypnose en fait partie. Il y en a un autre qui est les arts martiaux, notamment. Et les arts martiaux ont une place importante dans ta vie. Visiblement, on le voit notamment sur tes réseaux sociaux. Tu partages beaucoup de choses autour de ça et tu en as partagé beaucoup. Qu'est-ce que ça représente pour toi ? J'ai beaucoup d'amour pour les arts martiaux parce que en fait j'ai grandi avec des films d'arts martiaux, donc génération Bruce Lee, Jackie Chan, et puis ensuite toutes les références d'acteurs d'action comme Schwarzenegger et Stallone. Mais voilà, j'ai été impactée par ce cinéma-là. Et donc, adolescente, j'ai demandé à mes parents de m'inscrire en cours de karaté. Alors ça a été la grosse blague familiale parce que tout le monde m'a dit « Bah non, c'est pas pour les filles. » Ah bon ? Si, en fait, j'irai quand même. D'autant plus qu'à ce moment-là, je me sentais plus garçon que fille puisque je traînais beaucoup avec des garçons. Donc, j'ai une loyauté vis-à-vis de ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je retourne dans le dojo où j'étais gamine, par loyauté. Et ça a été impactant dans ma vie parce que ça a été la première fois où j'ai eu la sensation de mon corps et où j'ai eu des prémices de confiance en moi. Parce que moi, j'étais très, très, très réservée. Je prenais pas ma place. J'étais pas vraiment incarnée. Et dans le karaté, on pousse le kai, c'est terrien, c'est guerrier forcément, c'est un art martial. Et ça m'a beaucoup apporté. J'ai renoué avec ça après ma carrière dans le X. Pendant toute ma carrière dans le X, j'ai quasiment arrêté le sport. J'avais pas le temps, j'avais pas l'énergie. Et je supportais très mal d'aller en salle de sport parce qu'on me reconnaissait, c'était vraiment pénible. Et quand j'ai arrêté le porno, en fait, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai 33 ans, je peux pas mourir sans avoir passé ma ceinture noire. Il faut que j'y retourne, quoi. Donc, je suis retournée voir mes anciens profs en leur disant, est-ce que vous acceptez de me préparer pour mon premier dan ? Et de là, en fait, l'appétit est revenu. Là, je prépare mon troisième. Entre-temps, j'ai passé mon premier dan de taekwondo. J'ai exploré aussi le penchak silat, que j'adore, qui est magnifique. Mais on ne peut pas tout faire. Donc là, je me recentre sur le karaté. Ok. Encore une fois, en quête de découverte, d'apprentissage et d'expérimentation. C'est ça. Et puis, le combat scénique aussi, qui est une discipline de cascade. Alors ça a été énorme dans ma reconversion. Je leur dois beaucoup, en fait, à mes potes cascadeurs, parce qu'ils m'ont renoué, en fait, justement au sport de combat. Ils m'ont permis de vivre un rêve de gamine qui était de shooter des scènes de fight, parce que je rêvais de faire ça, donc je l'ai fait. J'ai même tourné dans un film d'action au Cambodge qui a été diffusé sur Netflix. J'ai doublé Michelle Yeoh dernièrement aussi pour le préquel de The Witcher. Donc ça a été un vrai rêve de gamine et surtout ça m'a permis d'être dans le corps autrement. Parce que pendant 13 années, avec l'UX, je n'ai connu le rapport au corps qu'à travers la sexualité, une sexualité quand même assez violente, et un rapport aux hommes toujours à travers la sexualité. Et là, avec le sport, en fait, ça m'a ramené à quelque chose de sain, de convivial, avec un sens de la camaraderie, avec quelque chose vraiment de très respectueux. Donc, je crois beaucoup au sport. Je le prescris énormément. Et moi-même, dans mes accompagnements, je propose aussi parfois des ateliers, justement, physiques, corporels, avec des techniques issues des arts martiaux, de la danse et du yoga. Tu évoques tes accompagnements. Depuis 2018, donc, tu fais cette reconversion et tu te lances dans le coaching bien-être, dans l'accompagnement au global.
Qu'est-ce qui fait, dans un premier temps, que tu choisis cette voie spécifiquement et qu'est-ce qui influence ce choix? En fait, spontanément, depuis longtemps, j'avais des demandes de conseils via les réseaux sociaux, via mon site, via mon blog. Et au départ, c'était très axé sexualité, relations amoureuses. Et puis petit à petit, ça a dévié sur quelque chose de plus large. Donc en fait, c'est quelque chose qui s'est presque... ça s'est pas imposé, mais ça a été quelque chose de très naturel. Sauf qu'au départ, je me sentais pas légitime pour ça. Je me disais, mais qui suis-je pour coacher les gens, alors que moi-même, j'ai quand même encore beaucoup de travail à faire sur moi. Donc ça a mis du temps, en fait, pour que je développe ma posture, que je me sente bien en place, bien ancrée. Et même quand j'ai commencé ma carrière, honnêtement, je manquais encore de solidité. Mais il faut bien se lancer. Donc, je me suis lancée en connaissant mes limites aussi. Enfin, en connaissant mes limites. En tout cas, en informant les personnes que j'accompagnais qu'il y avait des choses que je ne pouvais pas faire. Parce que je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue. Donc, j'ai commencé par aider, conseiller dans les domaines que je connaissais. Et surtout, parallèlement, je suis formée. Ça, c'est hyper important parce qu'en fait, il faut vraiment... Au bout d'un moment, quand on accueille les gens, c'est une grande responsabilité. On a une influence sur eux, surtout dans le coaching, parce que l'hypnose, on est au service de la personne, on n'est pas censé dire ce qu'on pense. Mais dans le coaching, les gens attendent une posture. Ils attendent qu'on leur dise oui, non, vas-y, fonce, ou là, stop. Ils ont besoin de ce cadre-là, à des intensités plus ou moins importantes. Donc, c'est une responsabilité. Donc, voilà, je me suis formée en psychopathologie. Je continue de lire, de me former parce qu'on accueille la personne avec toutes ses blessures, avec tout son passé. Ça mérite d'être vraiment considéré. C'est précieux. Tu sais, ce que tu évoques ici, c'est extrêmement important parce que tu dis j'avais ce syndrome de l'imposteur, mais à un moment donné, j'ai pris la décision de quand même me lancer. Oui. Même si tu disais à tes clients que, par exemple, tu maîtrisais pas certaines choses, etc. Et moi, je le vois au quotidien, le nombre de personnes qui nous contactent, qui nous écrivent, qui nous disent clairement je dois encore faire cette formation, je dois encore apprendre ça, et après, je serai prêt pour me lancer, etc. Beaucoup chez les femmes, d'ailleurs. Les hommes sont plus énergie de feu, en général, et passent à l'action. Ah oui, mais derrière, c'est pas si solide. Oui, crois-moi. C'est vrai. En général, c'est vrai. Moi, je coach des coachs aussi, tu vois. Tu l'as vu, justement, et moi, ce que je leur dis à chaque fois, c'est non, désolé, tu n'as pas besoin d'une formation de plus. Ce dont tu as besoin, c'est de passer à l'action, c'est d'aller sur le terrain, c'est d'expérimenter. Et il y a un point aussi sur lequel je veux rebondir, c'est que tu disais dans cette phase de transition, il y a eu un moment où tu voulais plus forcément qu'on évoque et qu'on parle de ta précédente carrière, et tu rejetais un petit peu cette image qu'on te renvoyait, etc., pour pouvoir te reconstruire sur quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment, notamment de par le fait que tu prends de plus en plus la parole, que tu en parles, que le livre, etc., que tu as vraiment fait ce switch et compris que cette carrière, elle fait partie de toi, ça t'a construit, c'est une puissante fondation solide pour pouvoir t'aider aussi à être la personne que tu es et t'aider à accompagner les personnes que tu accompagnes aujourd'hui. Dans quelle mesure tu utilises justement toute cette expérience que tu as accumulée et que tu mets aujourd'hui au service de tes clients et des challenges auxquels ils font face? Ouais, c'est tellement important ce que tu dis, parce que je l'ai eu ça aussi, le principe de la course aux formations, mais effectivement c'est surtout soi en fait, à quel point on se reconnaît soi. Et je pense qu'il y a souvent un conflit en fait entre je veux me vendre, me valoriser, donc en faire des tonnes, et en même temps mais il faut pas que je sois mytho, il faut quand même que je reconnaisse mes limites. Je pense qu'il y a un conflit de valeurs souvent à ce niveau-là, un besoin d'être aligné en fait pour beaucoup. En ce qui me concerne, du coup, j'ai oublié ta question. C'était... Dans quelle mesure ta précédente carrière aujourd'hui fait que... Ouais. En fait, moi, j'aime bien l'image de l'engrais. J'aime bien l'image de l'engrais parce que dans l'engrais, il y a plein de choses. Évidemment, il y a de la merde. Il y a des choses qu'on n'aime pas forcément. Mais il y a aussi plein de nutriments. Il y a aussi plein de choses en fait qui sont super utiles parce que c'est justement cette matière qui va permettre de rendre une terre fertile.
Donc je vois mon passé, alors c'est pas péjoratif, hein, l'image me fait sourire, mais c'est pas au sens où je considère que tout ce que j'ai fait c'était mauvais, mais par contre je l'accueille et surtout c'est à moi, c'est ma richesse, c'est mon histoire, et de la même manière, eh ben, chaque individu est unique. Ça veut pas dire qu'il est meilleur que l'autre, c'est pas une histoire d'ego trip, mais on est tous uniques. Donc le principe c'est de reconnaître son parcours. Et quand je parle de parcours, c'est pas juste le CV, les diplômes. C'est comment en fait j'ai grandi, qu'est-ce que j'ai appris, comment j'ai transformé telle chose, quel regard aujourd'hui je peux porter là-dessus pour justement le transformer en richesse. Les gens qui viennent me consulter, en fait, d'emblée me disent je viens vous voir parce que même si je ne vais pas forcément parler de sexualité, j'ai le sentiment que vous n'allez pas me juger. Je ressens que le regard des autres, pour vous, c'est pas important. Ça me donne envie, en fait. Ça me donne envie d'y croire. Le fait que vous ayez changé de vie, ça me donne envie de croire que tout est possible, parce que c'est un métier qui est tellement stigmatisé que de s'autoriser à faire autre chose, c'est beaucoup plus transgressif, d'ailleurs, que l'inverse. Tu vois ce que je veux dire? C'est se déshabiller, quelque part, c'est facile. Je dis pas que le porno, ça a été un métier facile, mais c'est plutôt facile d'accès, en fait, que de vouloir se montrer, d'attirer l'attention. Par contre, de se rhabiller et de se dire, en fait, allez, là, on va faire autre chose. C'est ça, en fait, qui va aider les gens. Je pense qu'on n'est jamais un meilleur accompagnant que lorsqu'on incarne ce qu'on transmet. Et donc, pour ça, il faut l'avoir vécu, il faut l'avoir digéré, et il faut que ça s'installe dans une posture ancrée. Et ça passe par les mots, ça passe par le corps. Si je ne suis pas ancrée, je pars dans tous les sens, je me contredis, je m'agite. Et non, là, c'est pas bon, et les gens le ressentent. Donc, je pense qu'on est jamais aussi bon que lorsqu'on a réalisé déjà un travail sur soi. Et le travail, il est continu. Hein. Ouais. Moi, je continue de consulter des accompagnants, de tester aussi. Et si ça ne m'apporte rien à titre personnel, par contre, ça m'enseigne quelque chose sur leur méthode, sur leurs approches. Aujourd'hui, les personnes qui viennent à toi pour être accompagnées par toi, justement, en général, quelles sont les différentes problématiques auxquelles ils font face? Notamment, par exemple, tu parlais des dirigeants que tu accompagnes. Ça peut être extrêmement intéressant. On en parlait tout à l'heure en off rapidement. Oui. Du fait qu'il y a dans cette pièce un yin et un yang, justement, et tu as une approche complètement différente aussi de la performance. Qui est un mot qui est un mot-clé important pour toi, qui est un mot-clé aussi important pour moi. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, quelle que soit l'approche qu'on a de la performance, c'est complémentaire et ça se marie très bien. Et l'idée, c'est de trouver un équilibre justement pour donner du sens à cette performance qu'on cherche. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, des fois, viennent à toi en quête de sens, qui, effectivement, on le ressent, on ne va pas forcément être jugé lorsque l'on va pouvoir t'exprimer peut-être ce qu'il y a en dessous de cette fameuse carapace que beaucoup de gens se créent, que ce soit des hommes, des femmes, des gens qui ont beaucoup de succès ou d'autres qui peut-être font des choses plus pour plaire aux autres, encore une fois, ces fameux autres, plutôt que faire des choses qui les stimulent. Ça peut être intéressant d'avoir ta vision de ces éléments. Oui, la performance, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot? C'est le sujet de mon prochain bouquin d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot et à quoi on l'oppose? Qu'est-ce qui nourrit ça? Et comme tu le dis, le sens, c'est très important. Donc moi, les personnes qui viennent me consulter sont déjà... D'ailleurs, si elles ne feraient pas cette démarche de consulter s'il n'y avait pas déjà une prise de conscience, elles sont dans un constat d'une certaine limite. Le profil type, moi, des personnes qui me consultent, ce sont des personnes qui ont coché toutes les cases du succès. Ils ont tout matériellement. Et pourtant... Et c'est dans ce « et pourtant » qu'il y a beaucoup de solitude, qu'il y a quelque chose qui manque et ils ne savent pas forcément quoi. Donc on est vraiment dans quelque chose, d'assez identitaire. C'est je fais, je réussis, mais finalement cette réussite, est-ce que je peux vraiment considérer que c'est une réussite en tant qu'être humain? Parce que là, je suis un super chef d'entreprise, j'assure, mais qu'est-ce que je suis seule?
Et il y a beaucoup de satisfaction, bien sûr, avoir du pouvoir, de l'argent. Mais quand tu es entouré de personnes qui sont là parce que justement tu brilles, sont comme un peu comme des insectes, tu vois, qui s'accumulent, mais qui viennent des moustiques, en fait. Attirés par la lumière. Ouais, et il y a plein de jolis moustiques. Plein de jolis moustiques avec de longues jambes et qui adorent se nourrir de personnes, d'hommes qui ont beaucoup à donner. On parlait du syndrome de l'imposteur, mais aussi le syndrome du sauveur. Et alors là, c'est le combo gagnant pour se faire manipuler. Moi, je suis face à des hommes qui, pour certains, tous sont brillants, vraiment. Il y a des valeurs, mais ils sont extrêmement perspicaces dans le business. Ils sont redoutables. Mais alors, quand il s'agit du rapport aux femmes, des relations intimes, c'est souvent catastrophique. Il y a souvent une déception, un divorce qui a coûté cher, ou alors un mariage d'amour, mais il y a un décalage qui fait qu'ils n'arrivent pas à avoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie intime. Et il y en a beaucoup qui sont très seuls, alors qui au départ sont dans l'euphorie parce qu'il y a beaucoup de jolies femmes qui leur tournent autour et c'est très plaisant. Mais il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de douceur. Et je crois que ce terme, il est essentiel, la douceur. C'est quelque chose qui revient parmi les commentaires que me font les hommes que j'accompagne. C'est le rapport à la performance d'une part, la compréhension que, bah oui, ce sont des guerriers, ça se respecte, il n'y a pas à juger ça. Ok, on fonce, mais un guerrier, c'est aussi quelqu'un qui prend soin de soi, qui reconnaît aussi ses blessures, qui reconnaît ses vulnérabilités. Une blessure qu'on ne reconnaît pas, elle cicatrise pas. Au contraire, elle risque de gangréner et après, au bout d'un moment, ça ralentit en fait, ça affecte la personne. Donc les personnes qui me consultent sont vraiment dans au départ ce conflit entre hyper contrôle, performance, succès, aller vite, être le plus fort. Et de l'autre côté, je veux lâcher prise, j'ai envie d'être aimée pour qui je suis, j'ai envie de pouvoir faire confiance, j'ai envie de pouvoir me reposer. Et comment je fais en fait pour cette dualité. Ouais, pour incarner tout ça parce qu'il y a cette croyance que ça s'oppose. Mais non, le yin et le yang, très cher. C'est l'équilibre. Tu évoques justement... l'harmonie même. L'harmonie, effectivement. Mais non, c'est très vrai. Et justement, on va aller plus dans le détail sur ce sujet. Et tu évoques un point intéressant, c'est qu'une fois qu'il y a une blessure, quelle qu'elle soit ou autre, eh bien, il ne faut pas juste mettre un sparadrap dessus, sinon ça gangrène. On revient à ce fameux concept de la plupart des gens essaient de résoudre des conséquences plutôt que la cause. Imaginons, on a effectivement quelqu'un qui se reconnaît dans la typologie de personnes que tu viens de décrire ici, qui nous écoute ou qui nous regarde sur YouTube. Quels seraient les premiers conseils ou les premières étapes que tu lui recommanderais de mettre en place, de faire dans sa vie, ou un travail personnel qui pourrait actionner directement après l'écoute de ce podcast, pour déjà ne serait-ce que prendre de la hauteur sur ça, avoir conscience des problématiques auxquelles il fait face, mettre des mots et de la conscience sur sa situation, plutôt que peut-être être biaisé par une interprétation erronée des choses de par une inconscience ou une incompétence de la chose. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend, et beaucoup sont trop la tête dans le guidon et du coup n'ont pas la perception des choses. Oui, et puis une histoire de timing. Moi, tu sais, j'ai reçu des conseils en or, mais j'étais pas prête à les entendre et parfois même, ils me mettaient en colère. Parce qu'il fallait que je vive mon expérience. Donc l'accompagnement, il se fait aussi quand il y a une forme de maturité. En tout cas, il faut un minimum de curiosité. Et tu as raison, parfois il y a des personnes, souvent même, qui arrivent avec un objectif, et c'est pas ça le véritable objectif. C'est beaucoup plus ce qu'il y a. C'est comme le mécanisme le principe des poupées russes. C'est pas ce qu'il y a à la surface, c'est beaucoup plus ce qu'il y a caché derrière. Il y a une motivation derrière la motivation. Mais en tout cas, l'une des premières choses que je propose, moi, c'est le travail sur les valeurs, justement, parce que les valeurs sont les fondations. Tu peux pas construire une maison, un édifice, sans soigner les fondations. Si c'est bancal,
si le terrain est fragile, tu peux imaginer le plus bel immeuble, la plus belle tour à Dubaï, ça va pas tenir. Ou s'il y a une faille, justement, comme à Los Angeles, tiens, c'est un très bon exemple, c'est quand même casse-gueule. Parce que si à un moment donné, la faille se réveille, hop là, tout s'écroule. Donc, pour moi, le premier conseil, c'est de commencer par ça. C'est quelles sont mes valeurs profondes et pas balancer comme ça vite fait, en fait. Quel est mon ADN en tant qu'être humain? Qu'est-ce qui détermine mes choix? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vais dire non? En fait, à quel moment c'est trop? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelque chose n'est pas acceptable? C'est dans les limites, justement, qu'on se découvre, dans les excès. Donc, il y a deux cas de figure. C'est si je vivais ma dernière journée aujourd'hui, imaginons que demain, je vais mourir. Elle est très importante, cette question. Beaucoup de gens sont dans la phobie de la mort. Ça, c'est quelque chose de très récurrent chez les personnes qui ont des comportements addictifs, qui sont anxieuses. C'est en fait, elles veulent faire taire cette peur de la mort. Donc, je vais être dans le vivant, je vais être dans l'hyperstimulation. C'est normal, mais en faisant ça, le risque, c'est de partir dans une course effrénée. Donc, à un moment donné, c'est peut-être bien de se poser cette question, pas au sens glauque du terme, mais juste de se dire, là, vraiment, j'apprends que je meurs dans 1 an. Qu'est-ce que je change dans ma vie? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Inversement, de se poser la question du plein pouvoir. J'ai tout. Imaginons que vraiment, là, je sois l'homme le plus riche du monde ou la femme la plus riche du monde. Je peux faire tout ce que je veux matériellement. Qu'est-ce que je fais, en fait? Qu'est-ce que je change dans ma vie? À quoi ressemble mon quotidien? Qu'est-ce qui compte pour moi? Quelles sont les personnes que je continue à voir? Tu vois? Parce que, en fait, en étant dans les excès, ça te permet, en fait, de trouver les curseurs et les fondamentaux. Et à partir de là, de se projeter dans l'avenir, de se poser la question, quelle personne je veux être? Quel chef d'entreprise? Oui, d'accord. Mais quel homme, quelle femme je veux être? Vraiment. C'est quoi mon idéal? Qui je veux être? Et souvent, il y a une dissociation. Il y a un gap. Il y a un gap. Donc, qu'est-ce qui manque, en fait, pour justement atteindre ça? Et d'où vient cet idéal, d'ailleurs? Ah, mais tiens, je me rends compte que cet idéal, il me vient de mon père. Mais moi, en fait, à quel point j'ai envie de l'incarner, cet idéal? Est-ce qu'il m'appartient vraiment? Après, c'est tout un chemin introspectif sur les représentations, sur les motivations, et c'est tout le sujet de l'accompagnement. Ouais. On en parlait notamment tout à l'heure en off, c'est cette quête d'atteinte d'un objectif, mais finalement un objectif qui a été directement ou indirectement déterminé par son entourage, ses proches, peut-être sa famille, par rapport à des études ou par rapport à un diplôme, par rapport à l'atteinte d'un statut social ou par rapport à l'atteinte d'une certaine réussite. C'est quelque chose que beaucoup de gens subissent sans même s'en rendre compte jusqu'au moment où, presque littéralement, si je peux me permettre, péter les plombs et vouloir lâcher et du coup aller vers une autre voie. Pour celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être aujourd'hui ont le sentiment, tu vois, de ne pas faire ce qui réellement a du sens pour eux et les stimulerait au quotidien et qui auraient envie de changer complètement de vie, mais qui ont peur de décevoir autour d'eux les personnes qu'ils aiment. Là, on parle vraiment des personnes qu'ils aiment et auprès desquelles ils ont de l'estime, du respect. Toi, tu disais notamment tout à l'heure, j'ai pas rebondi, mais des fois, je fais des choses et la plupart des décisions que je prends, voire la totalité, on me dit que c'est pas les bonnes, mais finalement, je m'en fous, je le fais quand même si c'est mes proches. Ce lâcher prise, cette capacité justement à s'écouter et à aller de l'avant, quelles que soient les choses qu'on entend dans son entourage proche, c'est une vraie force. Quel conseil tu donnerais à celles et ceux qui se reconnaissent là-dedans et qui auraient besoin d'avoir justement cette capacité que tu as? D'apprendre à se connaître, mais apprendre à se connaître, c'est tellement vaste, tu vois. Enfin, alors déjà, remater Star Wars, tout est là. Pour Yoda et ses interventions. La saga Rocky, moi je le donne en prescription de tâches. Vous allez me remater Star Wars, surtout l'Empire contre-attaque et Rocky 5. T'as beaucoup de références cinématographiques, énormément. Avec. Je me nourris énormément de ça. Et il y a beaucoup à prendre justement dans le cinéma, parce que dans le cinéma, dans l'écriture, en tout cas occidentale, il y a beaucoup de choses à mettre en lien avec le coaching sur l'itinéraire du héros.
le héros va forcément à un moment donné perdre quelque chose. Il va traverser des obstacles, il va être dans le doute, il va être dans le brouillard, il va forcément faire parfois des mauvais choix, il va être tenté par la sorcière, il va être trahi par son meilleur ami, et ça fait partie de l'apprentissage. Donc déjà, juste d'embrasser le doute, c'est normal de douter. Oui, peut-être que vous allez vous planter, c'est vrai. Alors après, tu me parlais d'envie. Faire des choix par envie uniquement, c'est dangereux parce que l'envie, elle est justement nourrie par le besoin d'avoir de la satisfaction, de plaire, d'avoir du plaisir. Donc l'envie, elle peut être dangereuse aussi. Elle peut aussi mener vers des choix où on peut se perdre. D'où l'importance des valeurs, tu vois, de mettre du sens là-dedans. Qu'est-ce qui fait que je sens que je suis attirée par cette voie-là? De se projeter aussi dedans en imaginant que ça y est, c'est fait, j'y suis. J'incarne ce rôle dont je rêve. Imaginons que je suis 1 an plus tard ou 5 ans plus tard. Comment j'incarne ce choix? Quelles sont les conséquences en fait sur ma vie? Comment je me sens avec ça? Est-ce que ça m'a éloigné de ma famille? Au contraire, est-ce que ça a rajouté de la cohésion? Tu vois, ça aide à faire des choix, à y voir plus clair. Justement, par rapport à cette prise de hauteur sur soi, ça demande parfois de lâcher prise. Savoir lâcher prise. Comment on fait? Je vais finir par te faire payer cette interview. Alors, le lâcher prise, c'est comme la performance. Qu'est-ce qu'on met derrière? C'est hyper important parce qu'on n'a pas tous le même rapport au lâcher prise. Pour certaines personnes, lâcher prise, c'est surtout pas. Lâcher prise, c'est perdre le contrôle, c'est être vulnérable, c'est être en danger. On le voit dans la sexualité aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des personnes vraiment où le corps dit non, où elles n'arrivent pas, tu vois, à avoir du plaisir. Parce que lâcher prise, c'est se mettre en danger, c'est faire confiance à l'autre, et la confiance, ça se mérite. Pour d'autres, au contraire, c'est un Graal, c'est un idéal. À lâcher prise, c'est la liberté, c'est la légèreté, c'est m'autoriser c'est être qui je suis. Donc, déjà, le principe, c'est de définir les termes. Qu'est-ce que signifie ce terme? Je ne sais pas, pour toi, par exemple, lâcher prise, ça veut dire quoi? C'est une bonne question. Ce n'est pas quelque chose que j'expérimente souvent. Ouais. Donc déjà, en avoir conscience, tu vois. Mais je dirais que lâcher prise, c'est avant tout s'autoriser à se laisser aller, à se laisser guider par le flow, tu vois, par le flow, par l'instant, par la vie, être dans le moment présent. Ouais. Et éteindre en fait tout ce bruit, tout ce brouillard, toutes ces choses qui viennent polluer notre quotidien et notre esprit de par des choses importantes, moins importantes, urgentes, peu importe, pro comme perso, et réussir à être présent. Oui, là, juste, alors c'est super parce que de ce qui émerge, de ce que j'entends en tout cas, de ce que tu me dis, il y a tout le bruit qui me semble est plus rattaché à l'aspect mental, la cogitation, l'analyse, le jugement, la stratégie, prévoir, à penser à les dernières erreurs. Enfin, tu vois, c'est tout ce brouillard-là qui fait qu'il y a plein de il y a plein de connexions autour de soi et c'est lourd tout ça. Et il y a des cerveaux qui fonctionnent comme ça, qui vont très vite. Et on ne peut pas changer non plus sa constitution. Il faut voir ça comme un atout. Mais à un certain niveau, c'est vrai que c'est lourd. Donc, pour lâcher prise, en tout cas, moi, je crois beaucoup en ça, il faut revenir au corps. Il faut vraiment revenir au corps, réapprendre autrement. Il y a des techniques, en fait, pour lâcher prise mentalement, pour tromper le mental, en gros, tu vois, jouer avec et lui permettre de se détendre. L'hypnose, justement, en fait partie. On joue avec les mots, on raconte une histoire, on emmène la personne et déjà, elle se laisse porter et c'est agréable. Mais pour renforcer ça, moi, j'utilise beaucoup le rapport au corps. Travail respiratoire, il y a des exercices de respiration qui sont spécifiques. Les techniques d'étirement et le massage. Ce qui est intéressant avec le massage, c'est que la personne reçoit. Elle est passive. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'être enfin passif, de ne pas être dans la posture de celui qui donne. Parce que même dans la sexualité, un homme doit assurer. C'est une forme de charge mentale. Alors que dans le massage, tu n'as rien à faire. Tu as même le droit de t'endormir. Mais il y a des personnes qui sont tellement dans le contrôle que même se faire masser, c'est compliqué.
Parce que c'est pas anodin de se faire toucher, parce que c'est avoir le regard de quelqu'un sur son corps. Enfin bref, il y a plein d'enjeux et parfois c'est tellement inconscient que c'est ancré dans le corps et la carapace, elle se ressent. Moi, je masse des personnes, leur dos, c'est une carapace de tortue. Donc, on y va progressivement. En fonction du profil de la personne, tu as plusieurs méthodes. Tu as des personnes où il faut les surprendre, mais avec leur consentement, bien sûr. Et pour d'autres, il faut les apprivoiser, en fait. Le critère, en fait, mais vraiment fondamental, c'est la confiance. Parce que la confiance appelle à un sentiment de sécurité. Et quand il y a la sécurité, là, tu peux y aller. Moi, j'accompagne des personnes qui ont vécu des traumas lourds, qui ont été violées, qui ont été agressées, qui ont vécu des maltraitances durant leur enfance, qui ont été torturées. Enfin, ça va vraiment des choses qui sont très graves. Et on avance, mais on avance parce qu'il y a un cadre où ces personnes-là se sentent accueillies et en sécurité. Et ça se prépare. Et le corps, il est essentiel parce que tout est connecté de toute manière. Ouais. La personne qui est dans l'hyper-contrôle, elle est en hyper-vigilance. Donc, on va s'intéresser aux racines aussi. Donc, si tu veux, il y a deux choses. Il y a comment ça se manifeste. On va prendre soin de ça. Enfin, moi, je prends soin de ça. Et je vais m'intéresser aux racines. Qu'est-ce qui fait, en fait, qu'à un moment donné, ça a été important pour toi de tout contrôler? C'est quoi le risque, en fait, à lâcher prise un peu? C'est quoi le risque de faire un petit peu confiance? Qu'est-ce que ça génère comme émotion? Et de quoi elle a besoin, cette émotion, en fait? On va aller l'écouter. Donc, c'est vraiment une reconnaissance de tout ton paysage intérieur. Et puis, de combiner la parole avec le corps, avec le relâchement. Et il y a une image que j'aime beaucoup utiliser, c'est celle du sportif. Le sportif, s'il est tout le temps dans l'hyper-contrôle, dans l'hypertension à se contracter, il va tétaniser au bout d'un moment. Le relâchement, tout comme le repos, fait partie de la performance. Ouais. Si tu ne te relâches pas, si tu n'expires pas, tu meurs. Donc le relâchement a du sens. Quand je demande aux gens leur animal emblématique du charisme, de la confiance, souvent, c'est le lion qui ressort. En tout cas, un félin. Quand on regarde les félins, hormis certaines vidéos sur Instagram où ils sont ridicules, on est d'accord. Mais de manière générale, quand tu regardes un félin, il est calme. Le lion, il est posé, tranquille. Il a juste à être là. Et quand il faut bondir, il est hyper rapide. Pourquoi? Parce qu'il est souple, il est relâché. S'il était crispé, il ne pourrait pas être aussi réactif. Les arts martiaux sont très utiles pour apprendre ça. Complètement. Et justement, tu parles de gens qui ont des traumas, tu parles de sportifs de haut niveau. C'est aussi une typologie de personnes que du coup tu accompagnes. C'est vrai que pour le sport, par exemple, notamment à haut niveau, le lâcher prise et le repos, c'est capital. Pour beaucoup d'ailleurs, on le sait, hein, des champions olympiques ou autres, parfois 1 semaine, 2 semaines avant les grands enjeux, ils ne vont rien faire et uniquement se reposer. C'est dire à quel point c'est important justement. Typiquement, tu parlais de personnes qui ont des traumas qui peuvent paraître insurmontables et qui vont te suivre à vie et qui vont aussi ancrer une personnalité, une identité et peut-être justement l'handicaper, si je puis me permettre ce terme, par rapport au potentiel qu'aurait cette personne en question. Et je trouve extrêmement intéressant d'en parler parce que ça peut donner aussi de l'espoir à certaines personnes qui peut-être nous écoutent, qui vivent et qui subissent ça au quotidien et ce poids sur leurs épaules par rapport à quelque chose de traumatisant qu'ils ont vécu, de se dire ok, il est donc possible que ça change, il est donc possible que cette situation auquel je l'ai vécue, ça fait partie de moi, mais je peux l'accepter, je peux avancer, je peux me reconstruire, je peux grandir et je peux même peut-être, ça peut être difficile à l'accepter si une personne est dans la phase de difficulté, mais peut-être être une force et me faire avancer derrière. Comment tu t'y prends justement avec ce type de personnes et quel message peut-être t'aurais à passer à quelqu'un qui se reconnaît là-dedans? Alors j'ai évoqué des traumas lourds, mais il y a aussi d'autres formes. Enfin,
on a tous vécu des événements plus ou moins traumatiques. Tu vois, on parlait du rapport aux parents, du syndrome de l'imposteur, de la course à la performance. Et pour beaucoup, il y a des blessures d'enfance, en fait, des manques de reconnaissance, de regard ou des humiliations. Parfois, ça a été dans le milieu scolaire. Donc, il y a des traumas où vraiment la vie a été en danger. Et d'autres, ça a été des événements, en tout cas, qui les ont impactés émotionnellement, bien souvent dans l'enfance, parce que dans l'enfance, on a moins de recul. Et donc, on absorbe tout. Alors, l'adulte peut très bien, avec le recul, dire oui, bon, aujourd'hui, je sais bien que c'était pas si important, ça va. Et ils en rigolent même. Ouais, mais le gamin, à ce moment-là, quand il a vécu l'événement où il s'est senti humilié, où il s'est senti seul, en attendant, il l'a intégré. Donc, il s'est construit avec ça. Il s'est construit avec ça, et pour certains, ça donne des sacrés leviers de motivation. Ça donne des warriors qui sont dans la revanche. Rocky, la plupart des films d'ailleurs de super-héros, c'est ça. Ça part d'une blessure. Donc, c'est une grande force. Et parfois, ce processus est thérapeutique, mais parfois, ça suffit pas. Ils ont beau accomplir plein de choses, il y a toujours un manque. Il y a toujours le manque d'amour, le manque du père ou de la mère. Il y a toujours cette blessure qui fait qu'ils n'arrivent pas à être heureux malgré tout. Donc la première chose, comme tu l'as dit, c'est la reconnaissance. De regarder son histoire avec beaucoup de douceur, justement, beaucoup d'indulgence, et de reconnaître ses manques et d'aller retourner. Alors pour ça, l'hypnose, c'est vrai que c'est très utile parce qu'on peut vraiment pas revivre, parce que le principe c'est pas de revivre l'événement traumatique, mais de revisiter la scène et de voir ce qui a manqué. Parce que l'adulte, lui, il a les ressources pour aller apporter en fait à celui qu'il a été auparavant et qui a manqué. Mais voilà, il y a des outils, c'est quelque chose qui se fait. Là, je résume vraiment, hein, mais c'est quelque chose qui est complexe. Je ne suis pas magicienne, je ne suis pas sauveuse, je le précise. Par contre, je mets à disposition tous mes outils pour que la personne puisse effectivement être dans cette reconnaissance, reconnaître qu'elle a été victime, c'est très important, de dire qu'à un moment donné, s'il y a eu une agression, par exemple, j'ai été la victime. Non, je ne l'ai pas mérité, en fait. Personne ne mérite d'être maltraité, d'être injurié, d'être violé. Personne. Il y a des contextes, mais on ne mérite pas. Après, le principe, c'est de dépasser ça. Parce que si on reste dans le statut de victime, le problème, c'est que on risque d'avoir un comportement qui sera toujours dans la vigilance ou dans le retrait, et on ne peut pas avancer avec ça. Donc, il faut pouvoir dépasser ça pour s'en libérer et ensuite trouver sa place avec cette reconnaissance. J'ai une cicatrice, je sais qu'à un moment donné, j'ai eu cette blessure, elle a existé, elle est importante, mais c'est cicatrisé par contre. J'ai une avant-dernière question pour toi. On en parlait en début d'échange, c'est ce fameux fantasme de la rockstar. Oui. Peux-tu nous expliquer, s'il te plaît, ta vision sur ça et finalement, dans quelle mesure, selon toi aussi, parfois ce syndrome cache des souffrances pour les personnes qui ont ce fantasme? Alors, quand je dis rockstar, ça inclut toutes les personnes qui sont dans la lumière. Les influenceurs aujourd'hui en font partie, mais j'utilise le terme rockstar parce qu'il y a le côté, justement, rock'n'roll, le côté, le rapport à la folie. Parce qu'il y a des influenceurs très posés, tu en fais partie, tu vois, où il y a vraiment une notion d'équilibre. Mais la rockstar, elle fascine parce que on va la voir ivre, on va la voir multiplier les aventures, on va la voir à 70 ans sortir avec une minette de 20 ans. Ça peut choquer, mais il y a un côté qui fascine parce que bien souvent, dans la tête des gens, c'est « Waouh, il est libre, elle a osé, waouh, il s'autorise tout ». Pourtant, c'est jugé par la société, ils vont quand même le faire. Ok, ils prennent de la drogue, mais c'est fun, ce sont des artistes. Tu vois, on trouve toujours des histoires pour embellir les choses. Et on a souvent l'impression que ces personnes-là sont libres. J'ai fait partie de ces figures-là. La figure de l'actrice porno, elle a ce côté aussi transgressif et sulfureux. En plus, c'est associé à une part de fantasme sexuel, donc c'est encore plus sulfureux.
mais il n'y a pas de liberté là-dedans. En fait, moi, je pense qu'à partir du moment où on cherche toujours à transgresser, on est justement en train d'illustrer le fait qu'on n'est pas libre. Parce que ça veut dire qu'on se situe par rapport à un référent. Avoir un cadre, oui, c'est bien, mais ce cadre, il doit être fait de valeurs. Par contre, si je me définis en fonction de l'éducation de papa-maman, en fonction de la culture de ma société, si je ne fais qu'être en réaction par rapport à ça, bah oui, ok, je m'émancipe. C'est le principe de l'adolescence, d'ailleurs. C'est le principe du militantisme. C'est important. C'est important, à un moment donné, de dire non, de dire stop, je suis pas d'accord. Le risque, c'est de rester enfermé là-dedans. Et finalement, de s'enfermer dans un autre système. Moi, j'accompagne des personnes qui, à un moment donné, ont été très militantes et qui me disent, en fait, je me sens un peu con parce qu'au départ, j'ai rejoint cette cause parce que je sentais que c'était important et c'était justement un acte de liberté. Et puis, en fait, on s'est retrouvés entre personnes qui étaient toutes en colère et je me rends compte que ça nous a isolés et on n'avance pas. Et je crois que dans le cercle des chefs d'entreprise, il peut y avoir de ça aussi. C'est cool, hein, on est tous une team, on est tous comme les sportifs dans le vestiaire, on se félicite, ah, c'est bien, t'as fait du chiffre, t'es beau gosse. Je parle des hommes, mais les femmes aussi peuvent le faire. Hein. Ouais, c'est stimulant, mais le risque, c'est de rester enfermé dans un système et finalement de ne pas évoluer. Et pour moi, la vraie liberté, elle ne se définit pas par rapport à ce mécanisme de transgression. Donc derrière la figure de la rockstar, de la pornstar, finalement, il y a des personnes qui ont leurs blessures et qui ont juste à un moment donné choisi comme mécanisme de défense de se construire un super personnage qui, en apparence, apparaît très fort, mais souvent, à l'intérieur, s'est effondré. C'est ce qui fait que, bizarrement, on voit des overdoses, on voit des personnes qui, malheureusement, qui se suicident, qui sont en dépression, parce qu'elles ont beau avoir la gloire, en fait, à l'intérieur, c'est pas résolu. Je parle pas du talent, c'est encore autre chose. Il y a aussi cette croyance que pour être talentueux, être productif, il faut forcément être malheureux, dépressif et drogué. Non, c'est une faille qui peut évidemment inspirer, mais qu'est-ce que c'est dangereux de penser comme ça. On a le droit d'être heureux et d'être dans le succès aussi, en fait. Je pense que c'est pas fou comme idéal de dire en fait, je peux peut-être réussir professionnellement, être quelqu'un de bien. Ça peut être pas mal. Est-ce que tu penses pas que cette croyance, justement, elle est beaucoup véhiculée par les images de la société? Tu vois, les médias, par exemple, parce qu'on va, tu vois, faire en première page, mettre en première page, je tire le trait, mais tu vois, le décès malheureux d'une star, d'une overdose, etc. Mais on va pas mettre en première page les millions d'autres qui ont une vie finalement ordinaire et qui sont certainement très bien. Et du coup, ça crée une croyance dans l'esprit collectif ce cadre-là va avec ce schéma-là. Oui, mais ça, c'est la tendance de l'être humain aussi, c'est qu'on va avoir, on va être attiré par ce qui nous interpelle. Il y a de la curiosité, et puis c'est rassurant de se dire qu'il y a pire que soi. Bien sûr. Quelque part, de se dire finalement je suis pas si mal. Quand je vois telle célébrité a un cancer, c'est horrible. Et en même temps, je pense que ça doit en rassurer pas mal. Bon, après ça c'est encore un autre sujet, mais le premier épisode de la dernière saison de Black Mirror parle très bien de ça, justement de cette tendance des gens à vouloir voir ce qui ne va pas et de se nourrir de ça. Donc en fait, on est tous un peu des moustiques quand même. Hein. Donc c'est à soi, à un moment donné, tu vois, de s'observer et de reconnaître qu'on participe à ce système. Moi aussi, hein, je participe à ce système. Enfin, au bout d'un moment, on n'est pas parfait, mais déjà d'avoir de la conscience. Le plus grand danger, c'est de faire les choses sans conscience. Parce qu'alors là, si tu n'as pas de conscience, si tu n'as pas de valeur, qu'est-ce que tu fais? Tu suis toutes les stimulations. Et donc là, tu pars dans les dérives. Et en général, tu vis pas longtemps. Merci Céline pour cet échange. J'ai adoré cet échange. Moi aussi. Si vous aussi, vous avez aimé cet échange autant que j'ai eu de plaisir à l'animer,
Faites-le nous savoir en nous le disant directement dans les commentaires. Également, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme de streaming préférée. Également, partagez cette vidéo ou cet épisode à celles et ceux qui auraient besoin de le voir ou de l'écouter. J'ai une dernière question pour toi, question que je pose du coup à chacun de nos invités sur le déclic. Est-ce qu'il y aurait un déclic que tu n'as pas encore partagé dans le cadre de cette discussion, mais aussi peut-être dans d'autres interviews que tu as fait? Et le plus beau. Le plus beau, magnifique, qui a créé vraiment une transformation identitaire chez toi. Ça peut être une situation, une citation, une simple phrase. Je vois que tu l'as déjà trouvé. Tu as carte blanche pour le mot de la fin. L'amour. Mais c'est vrai, en fait, on ne parle pas assez d'amour. On parle d'estime de soi, de confiance en soi, de performance. On parle souvent de l'amour, la reconnaissance vis-à-vis des parents, mais l'amour pour soi, en fait, déjà, de se dire, ouais, en fait, je m'aime. Oh, aujourd'hui, j'ai une sale gueule. Ah, ça, j'aimerais bien l'améliorer. Ouais, là, franchement, j'ai pas assuré, j'ai tel défaut. Mais ouais, en fait, j'ai le droit de m'aimer. Et puis l'amour, bien sûr, partagé. Et c'est probablement la plus belle forme de lâcher prise que d'aimer et d'être aimé, tu vois, de faire suffisamment confiance pour se montrer vulnérable vis-à-vis de l'autre. Ça, c'est de l'amour. Et de l'accueillir dans sa vulnérabilité. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup d'amour. Merci Céline.